commencé à Ubisoft, j'avais demandé 1900 € brut. Un site de rencontre, c'est pas dans leur intérêt que tu trouves l'amour de ta vie parce que tu vas te barrer. On a vu les mêmes là, les portraits Ghibli de fils de pute, les starter packs d'enculés là. Aubervilliers, c'est bien quand t'es jeune, c'est the place to be. J'ai fait mes premiers 10K par mois à ce moment-là. Je prends l'exemple de Sans Permission et les gars de Sans Permission, je vous adore. Vos miniatures, tous les mecs ont des têtes de Golemon. Quand tu passes la frontière de l'Andorre, tu passes du mode PVE au mode PVP. Tu vois une espèce de maman africaine assis par terre et là t'entends oh putain il y a des flammes, il y a de la fumée. Cette vidéo d'un canard qui pêche avec du pain a un truc important à nous apprendre pour le leadership. La patience. Je pense que je suis très bon sur LinkedIn parce que je déteste la plateforme en fait. C'est sur une plateforme de fils de pute. Bienvenue à vous dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel invité d'honneur qui s'appelle Timothée. Salut. Salut. Ça va? Ça commence bien. Ok, bon, écoute, Timothée, on va pas passer par 4 chemins. Ce que je vais faire, c'est d'abord te présenter et ensuite tu vas rebondir sur ma présentation et comme ça tu vas Surtout pouvoir que tu sais faire... super bien me vendre généralement, donc tu le fais à tout le monde, j'ai pas besoin de le faire à chaque fois. C'est exact. Vas-y. Quand on est au restaurant, à chaque fois, t'es toujours humble, tu dis jamais vraiment ce que tu Tu es fais. mon wingman en fait. Et moi, je suis là pour te winner, quoi, Ouais, tout c'est ça. simplement. Bon, bah let's go. Alors, Timothée Maton, c'est ton prénom et ton nom de famille. Tout est bon pour l'instant? Ouais, c'est bon, 10 sur 10. Nickel. Alors, toi, t'es un artiste, t'as travaillé en tant que prestataire de service, en tant que concept artiste. En gros, t'es un mec qui fait des concepts de maps, c'est ça, dans les jeux vidéo? Je dessine les décors des jeux vidéo. Ok. Et t'as bossé avec des très très grosses boîtes comme Ubisoft, Netflix, on en parlera plus tard, comment ça se fait que t'as bossé avec ce genre de boîte. Et par la suite, tu as transitionné vers le monde de l'enseignement. Tu as créé une école en ligne qui s'appelle The Art Nest, dans laquelle tu formes les élèves qui sortent d'école d'art à trouver des clients. Toi, ta proposition un peu, c'est tu vas apprendre aux élèves à créer un portfolio qui va attirer les clients, en gros. Et ce que je dis souvent au restaurant avec les collègues qui ne te connaissent pas, c'est que tu es le number one, tout simplement, Bah oui. dans le Évidemment. monde de l'art. Évidemment. Donc, je te laisse te présenter à ta manière et rebondir sur... Ouais, ce que c'est je viens pas de te mal, je te donner. donne un 8,5 sur 10 pour la présentation. Donc, bah, Ah oui, j'ai oublié que t'adorais les chats. J'adore les chats. Voilà, 9,5 sur 10 maintenant. Non, mais ouais, bah, c'est juste. Timothée Maton, bah, j'ai 30 ans. J'ai bossé depuis 2016 donc pour pas mal de boîtes de jeux vidéo type Netflix, Ubisoft, Quantic Dream, pas mal de jeux Total War, hein, des licences Warhammer, Donjons et Dragons, des trucs comme ça. Donc, comme tu l'as expliqué, bah, j'étais concept artist, c'est-à-dire que tu designes les personnages et les décors des jeux vidéo au tout début de la production, et après, les mecs qui font de la 3D, qui font du code, bah, c'est eux qui prennent nos images et qui les tournent dans le jeu, simplement. Et bah, à côté, j'ai toujours enseigné un peu dans des écoles d'art. Et par un enchaînement de circonstances et un gros ras-le-bol des écoles d'art, j'ai commencé à monter ma plateforme à moi, et qui s'appelle The Art Nest. Et on forme les artistes, souvent qui sont après les écoles d'art. En fait, on finit le boulot des écoles d'art. On en parlera, mais les écoles d'art, c'est pas très jojo. Ou alors des pros qui veulent accélérer leur carrière et qui veulent accéder à des plus grosses boîtes, se faire payer mieux. Et voilà. J'ai lancé ça un peu sur un coup de tête en 2023. Là, ça a explosé d'une manière qui est inimaginable. C'est mon métier à plein temps. Et à Skip, ouais, on est number one. Voilà. C'est pas à Skip, hein, c'est belle. Cool. Ok, très belle présentation. Est-ce que ça te dirait de du coup raconter un peu ton parcours de manière assez chapitrée? Si tu devais expliquer un peu ton parcours au niveau des études, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça, et ensuite, c'est quoi un peu les anecdotes par rapport aux études, les différentes écoles, et ensuite, ce qui t'a permis tout simplement de bosser avec des grosses boîtes. Yes. Va falloir commencer un petit peu plus tôt que juste les études supérieures. Va falloir commencer quand j'étais gamin. Ma mère est enseignante. Elle enseigne en CP. Et en fait, tout petit, elle a vite vu en fait que les devoirs, ça me saoulait. J'étais le genre d'élève qui avait des facilités, donc l'école pour moi, ça a été la torture de A à Z. Je me faisais chier, les devoirs, c'était le calvaire. Et en fait, elle m'a expliqué comment rétro-ingénierer les exercices de cours. Comme ça, je pouvais faire mes devoirs de manière autonome et je pouvais comprendre. Tu peux expliquer ce que ça veut dire rétro... C'est-à-dire, tu as un exercice, en fait, tu vas comprendre ce que l'exercice veut que tu fasses et quel acquis il veut que tu vérifies. Donc en gros, ça te permet d'avoir une espèce d'analyse un peu au second degré, tu vois, sur les cours, sur ce que les profs t'enseignent. Et en fait, sans me le dire, elle m'a appris la pédagogie comme ça.
Elle m'a expliqué à comprendre les enjeux. Voilà, tu as un prof qui te fait un cours sur tel sujet. Qu'est-ce qu'il veut que tu apprennes? Et quand il te donne une copie pour valider ça avec des devoirs, des exercices, comment l'exercice est structuré pour te faire valider les acquis. Donc du coup, ça a rendu le process de faire les devoirs très facile. Et c'est un truc que j'ai pas forcément intégré directement en me rendre compte que oui, elle m'avait un peu filé les comment dire, la red pill de l'enseignement, tu vois. Tu vois les glitches dans la matrix et tu vois comment ça fonctionne. Bon, moi, ça m'aidait juste à faire les devoirs vite et aller jouer à la console plus vite, tu vois. Et bref, on skip. Collège basique, lycée, études en L, bac que j'ai eu haut la main. Et ensuite, tu pars en école d'art. Et là, par contre, ça a été la grosse claque parce que les facilités, ça suffit plus. Tu te rends compte qu'il faut bosser de ouf. En école d'art, t'as toujours les fils et filles à papa-maman qui sont là parce qu'ils ont vu la lumière et ça paraît cool. Et en fait, ils se prennent une claque monumentale. Ils tiennent pas la moitié de l'année. Et tu les revois plus après. Et après, t'as les gens qui bossent un truc de fou. Et voilà, moi j'ai fait une école à Lyon qui s'appelait Bellecour. J'ai commencé en 3D. Et ensuite, j'ai transitionné vers la formation concept art. J'avais pas encore un bon niveau pour dessiner et j'ai toujours pas un bon niveau en dessin. Et du coup, on bosse comme des tarés. Je passe en concept art. Et là, je me retrouve entouré d'une trentaine de gamins qui dessinent depuis qu'ils sont tout petits. Moi, j'ai commencé à dessiner. On était en 2014. Moi, j'ai commencé à dessiner en 2012. Et je me rends compte très très vite qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes skill sets. Eux, ils savent dessiner, c'est des monstres. J'arriverai jamais à les rattraper. Moi, je viens de la 3D, je viens de Photoshop, manipulation photo, toutes les techniques un peu plus technologiques, on va dire. Et je me rends compte en fait que là, la première année de concept art, ça va être compliqué. Tous les profs, c'est des vieux de la vieille qui veulent qu'on dessine sur papier. Moi, je sais pas le faire. Et en fait, tu te rends vite compte, toujours avoir les enjeux des cours derrière. Ils cherchent pas à t'apprendre directement. On n'a pas eu des cours en mode bon, on va se poser, on va apprendre à dessiner une perspective, par exemple, une maison en perspective. Et tout de suite, bon, je vous donne un sujet, vous allez apprendre en faisant. Et en fait, t'as pas le temps d'apprendre. Donc du coup, ma première année de concept, ça a été une année vraiment de marouflage ultime, parce que j'avais pas les skills pour dessiner, mais il fallait quand même délivrer sur papier. En gros, ce qui se passait, c'est que je bossais en 3D, je bossais sur Photoshop, et après, putain, ça c'est une anecdote, faudrait que je retrouve une photo et que je te la file. Je prenais mon écran, je le calais à plat avec des livres, hein. Je scotchais du papier tout fin, quasiment transparent, et je commençais à tracer dessus. Je décalquais ce que j'avais moi-même créé en 3D dans Photoshop. Et après, tu faisais tout le rendu sur papier. J'ai fait ça toute l'année, c'était une horreur. C'était une horreur. Je suis passé en deuxième année, je sais pas par quel miracle. Parce que les profs savaient que je savais pas dessiner, mais ils savaient que j'avais de la 3D, donc ça a été un gros débat, je pense, au conseil de classe. Deuxième année, je me dis, bon, allez, on passe en numérique, peinture digitale, 3D, c'est la revanche, tu vois, ça va être nickel. Je pensais que j'allais tout exploser. Et en fait, changement de direction pédagogique à ce moment-là. On n'a que des profs qui étaient catastrophiques, sauf un. Il venait du Canada. Il avait bossé sur Deus Ex, il avait bossé sur ce qu'allait être annoncé comme Horizon Zero Dawn. Et c'est un mec, c'est le prof qui m'a sauvé. En fait, c'est un gars, il avait le même background que moi. Il dessinait pas trop. Il faisait beaucoup de 3D, donc il avait un peu les mêmes techniques que moi. En fait, il comprenait mon profil. Et tous les autres profs, pendant toute la première et surtout la deuxième année, ils ont tenté que de me décourager, de me dire que j'avais pas ma place, que je trichais. Alors qu'en fait, c'était en mode, les gars, regardez les élèves, ils ont tous des bols sous les yeux parce que ça fait 2 jours qu'ils dorment pas. Moi, j'ai dormi, j'ai rien volé à personne, j'ai juste pas utilisé les mêmes méthodes. Donc est-ce que c'est de la triche? Est-ce que je suis plus smart? Voilà, c'est un débat. Mais dans la tête des profs, moi, j'étais pas légitime, je trichais, je le faisais pas à la dure. Et c'est à ce moment-là, entre ce prof-là qui était cool, qui utilisait déjà ces techniques, qui m'encourageait là-dedans, et tous les autres profs qui étaient des anciens, et ce que je voyais sur YouTube, je me dis, l'école, il y a un truc qui marche pas là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un décalage entre ce que je vois sur YouTube ou ce que je vois de la part de pros qui bossent vraiment dans l'industrie et ce que l'école nous propose. Donc à partir de là, je me suis dit, fuck it, je vais faire à ma manière. Donc j'ai fait le gros tunnel vision, on va dire, juste sur les décors et le réalisme. Je me suis dit tout de suite, je vais aller viser les boîtes réalistes genre Naughty Dog, Ubisoft, Sony et tout. Et ça n'a pas plu à l'école. Je me suis fait virer en mai
2016. Et décembre 2016, j'étais en contact avec Ubisoft pour être embauché chez eux. Alors que tous mes collègues, ils allaient rentrer en 3e année. Ouais, donc t'as arrêté l'école avant l'heure, entre guillemets, et Ouais. t'avais déjà prospecté les studios de jeux vidéo, quoi. Bah, j'avais pas prospecté, mais j'en visais déjà certaines. J'avais déjà compris qu'en fait, il fallait que tu cibles un peu, tu pouvais pas être bon partout. Et moi, ce qui me plaisait pas avant tout avec l'école, c'est que toutes les 2 semaines, tu avais un intervenant différent, qui donnait un exercice différent, dans un style différent, qui était pas dans ta spécialité, qui était même pas ce que tu voulais faire. Et au final, je me disais déjà, donc en gros, à la fin de la 3e année, tu vas avoir 25 gamins qui ont le même portfolio avec 17 sujets qui ont rien à voir, mais qui sont tous pareils et qui vont être foutus en concurrence dans le milieu du travail, en fait. Et il y avait aucun monde où ça marchait, en fait. Donc, ouais, focus sur l'environnement réaliste. Et j'avais pris Ubisoft un peu en benchmark, en fait, de qualité. Et quand je me suis fait virer, bon, papa, maman, ils ont découvert que j'avais saboté mon année. Ils le savaient pas trop. Ils voient 40 jours d'absence, des zéros de partout. Je te filerai mon bulletin, il est marrant. Les commentaires sont goldés. Ouais, ils sont absolument goldés. Voilà, à part dessiner des chouettes avec des capes, tu as du mal. Voilà, c'est très spécifique. Ok. Et la chouette, ça date ouais, depuis longtemps, on en en fait. parlera des chouettes Ouais. après si tu veux. Mais bref, bulletin catastrophique, papa maman qui découvrent ça et qui sont en mode bon, c'est pas cool. C'est un peu un euphémisme là ce que je dis, ils étaient vraiment pas contents. Ils m'ont dit bon, grosso modo, t'as jusqu'à la fin de l'année, tu gardes ton appart et après tu rentres chez nous si t'as pas moyen de le payer. Moi je voulais pas retourner chez papa maman. Du coup en juin, je contacte mon prof. Je crois s'est fait virer à peu près à la même époque. Le Canadien. Ouais, parce qu'il en donnait trop aux élèves. Et à nouveau, ça en dit long sur les écoles. Et je lui explique ma situation et il me dit grosso merdo, écoute, je vais te donner un set d'instructions, tu vas le faire du mieux que tu peux. Tu n'auras pas le temps de comprendre le pourquoi du comment, juste fais-le et à la fin de l'année, tu postules. J'ai exactement fait ça. Premier CV que j'envoie à Ubisoft, ça marche. Toi, tu t'y attendais ou... Non. Ok. Enfin, je sais que j'avais fait de mon mieux, mais je m'attendais pas à ce que la première candidature que j'envoie marche. Il me donne un job. Surtout, je le vois avec mes élèves. C'est un peu, je vais pas dire c'est hypocrite, mais moi, mes élèves, je leur dis, il faut faire du volume. Et j'ai des élèves, ils envoient 300 candidatures par mois, tu vois. Et moi, du premier coup, j'ai eu un truc. Et en fait, je me suis vachement demandé, est-ce que c'était de la chance? Probablement qu'il y en a eu, mais après, tu penses au process de recrutement, tu te dis, il y a eu 2 entretiens, un art test de 4 jours, un entretien physique, 1 mois de période d'essai. Vu comment c'est des psychopathes, en fait, pour essayer de te filtrer et de s'assurer que t'es bien, surtout quand tu débutes, il y a aucun monde où c'est juste de la chance. La chance m'a peut-être permis d'envoyer mon CV au bon endroit, au bon moment, avec le bon contenu, mais les entretiens, l'art test et le fait de gérer dans le studio, tu peux pas juste avoir de la chance, en fait. Et justement, c'était quoi le test art test? L'art C'était test, quoi, ouais, en gros, ils m'ont filé 4 jours de boulot. J'ai une super anecdote là-dessus, c'est marrant aussi. Mais ils m'ont filé 4 jours où, en fait, je devais faire 2 images pour le jeu The Division. Et c'était complètement en dehors de ce que je savais faire. C'est vraiment, mais 1000 fois plus dur que ce que j'avais l'habitude de faire. Mais en fait, tu lock-in pendant 4 jours et tu te rends compte que tu es capable de sortir un truc beaucoup mieux que ce que tu pensais, juste parce que tu as la pression et tu pas le temps d'intellectualiser, de réfléchir, de te poser des questions. Tu es obligé de le faire, tu vois. C'est fais-le ou fais pas, il n'y a pas d'essai, en fait. Et ouais, c'était intense. J'ai dormi, je crois, 4 heures en 4 jours, un truc comme ça. C'est cool, mais ça a marché, quoi. Et du coup, toi, tu as pu travailler avec Ubisoft directement après les tests? Ouais, en fait, il y a eu un petit peu de période de flottement, mais j'ai commencé en mars 2017. Ok. Le temps de déménager, le temps de signer les contrats, de faire des entretiens et tout ça. J'avais fait quelques petits trucs en freelance entre-temps. Mon ancien prof m'avait filé des trucs pour avoir une ligne sur le CV avant. Et voilà, on attaquait Ubisoft. Mais ton prof, il est super. Ouais, il est trop bien. C'était un peu une sorte de mentor Ouais, ça a dans été ton mon école, premier quoi. mentor et ce mec m'a sauvé ma carrière, en fait. Ok. Et comment ça se fait que lui, il t'a, entre guillemets, favorisé? Est-ce qu'il a vu quelque chose en toi? Est-ce que tu trouves qu'il t'a favorisé d'ailleurs ou pas? On avait une relation un peu particulière, même en classe, dans le sens où moi, j'avais des facilités en 3D, j'avais des facilités dans son domaine, et c'était pas quelque chose de commun à l'époque.
bosser avec la 3D, bosser avec de la photo. Ça a été popularisé vers 2016 quand il y a Last of Us qui est sorti et que les artistes qui ont bossé sur The Last of Us, en fait, ils ont exposé leur process et que ça a démocratisé l'usage de la 3D et de la photo. Avant, ça se faisait, mais c'était niche et c'était très mal vu. Le milieu artistique, il y a beaucoup d'ego et il y a beaucoup ce côté tu dois souffrir, tu dois en chier pour avoir de la valeur. Et là, en fait, t'es smart, tu skippes les fondamentaux, t'as pas besoin de t'emmerder avec la perspective, l'éclairage. Tu prends un peu des raccourcis et c'était très mal vu à l'époque. Dans une moindre mesure, tu vois, c'est un peu une comparaison avec l'IA aujourd'hui. On en parlera probablement au bout d'un moment. L'IA, je sais qu'il y a un débat qui est très très fort pour d'autres raisons que juste la facilité, mais c'est un peu les mêmes réactions qu'il y avait vis-à-vis de la 3D et de la photo à l'époque. Et c'était super mal vu. Les profs me disaient que je trichais, comme je te disais. Et du coup, ouais, il y avait très peu de gens sur le marché qui savaient faire ça. Et je pense que la raison pour laquelle on a accroché, c'est qu'on s'entendait dans cette minorité, en Ouais, fait. ça a matché C'est directement. ça. Et toi, du coup, comment ça se fait que t'étais dans cette minorité de personnes qui savaient déjà faire de la 3D? Parce que j'avais fait un an de 3D avant, à l'école. Là où tous mes collègues, ils faisaient que du dessin, ils savaient pas faire de 3D, en fait. Et vraiment, je me suis dit, bon, j'ai pas le même jeu de cartes que les autres, je suis obligé de composer avec. Donc, j'ai composé avec. L'écran à plat, utiliser de la 3D. Et en fait, au bout d'un moment, à force de cravacher 14 heures par jour avec cette technique, tu deviens bon là-dedans. Tu développes ton process, qui était incompréhensible à l'époque et maintenant c'est la norme. Et ouais, en fait, je suis juste arrivé peut-être 2-3 ans un peu trop tôt en école d'art. Je pense que j'aurais fait mes études en 2017, ça aurait pas du tout été mal vu. Mais je pense que j'aurais pas été embauché parce qu'à l'époque, je pense que c'est aussi ça qui m'a fait être embauché à Ubisoft. Tu prends la loi de l'offre et la demande. J'avais pas des bons skills en dessin du tout. Je suis toujours pas très bon en dessin. J'avais des skills de design moyens. Par contre, en technique, faire du rendu photoréaliste avec de la photo, de la 3D, il y avait très peu de gens qui savaient le faire. Il y avait beaucoup de demandes là-dessus. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Aujourd'hui, n'importe quel golemon peut faire une image photoréaliste en 2 minutes. Peut-être pas, on va dire 2 heures, tu vois. Parce que c'est super simple avec la 3D. Mais par contre, le design devient super dur à avoir. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé les entretiens? Parce que tu disais qu'il y avait les tests d'art, mais il y avait aussi les entretiens physiques avec Ubisoft. C'était Ubisoft en France ou Moi, c'était. c'était Ubisoft en France, c'était à Annecy. Et c'est des entretiens d'embauche très classiques, très corporate avec une RH. Raconte-nous ton histoire. Pourquoi tu postules chez nous? Enfin, c'est des questions comme ça. Après, des questions un peu pièges. Genre, si t'étais un animal, qu'est-ce que ce serait? Tu vois, les questions de RH un peu Et comportementales. tu disais quoi du coup pour l'animal? C'est le genre de truc que tu peux préparer. Et mon père, il faisait beaucoup d'entretiens à l'époque. Il bossait dans une boîte qui développait de l'informatique pour une université. Il recrutait pas mal, donc il m'a un peu briefé aux entretiens aussi. Et on avait préparé, je sais plus ce que j'avais dit, je crois que j'avais dit, je crois que je serais comme mon chat ou un truc comme ça. Après, tu mets un peu de storytelling derrière et voilà quoi. Ok. Donc c'était stratégique quand tu disais ça déjà, le chat. Ouais, mais un entretien, tout est stratégique. Ouais. La plupart des questions dans un entretien d'embauche, tu peux les préparer. Et l'idée, c'est pas de mentir non plus, parce que sinon, ça va te péter à la gueule après. Mais comme tu peux les préparer, tu peux être en contrôle, tu peux savoir ce que tu dis. Tu as une question typique, donne-moi tes 3 qualités, 3 défauts. Si tu as une qualité enfin, les qualités, ça va, mais les défauts, si tu dis je suis colérique, red flag, t'es disqualifié tout de suite, tu vois. Il n'y a pas de place pour ça. Donc, il faut que tu te poses les questions, ok, c'est quoi mes défauts et comment je peux les présenter d'une manière viable, quoi. Ouais, ok. Et du coup, ouais, donc tu as bossé avec Ubisoft. Donc ça, c'était ton premier job Ouais, vraiment avec un gros studio. ouais. Et ensuite, on sait que tu as bossé avec Il y a Netflix, eu tu as bossé Netflix avec en d'autres freelance et entreprises. ensuite, c'était Quantic Dream sur Paris. Quantic Dream, c'est une grosse boîte de jeux vidéo, c'est ceux qu'on fait Detroit Become Human. Et on est arrivé juste après Detroit. Et on bossait sur un projet, je pense, qui est toujours secret défense. Il n'a pas été annoncé. Mais ouais, c'était cool. Ok, C'était cool. mais alors comment ça s'est passé? Parce que du coup, d'abord, c'est Ubisoft. Et ensuite, tu as démarché les entreprises. Non, ou c'est est-ce que, les boîtes qui me démarchaient après. Et qui savaient exactement quand je finissais mes contrats. Ah ok, donc par exemple, Netflix connaissait ton profil et savait que tu finissais à Ouais, tel moment et savait que tu avais telle compétence. tout à fait. Ok, et déjà, il y avait de la demande pour ce genre de Ouais, profil comme toi, quoi. ouais, tout à fait. Ok.
que c'est quoi un peu ton expérience avec Ubisoft, Netflix Parce que tout le monde connaît Netflix, tout le monde connaît Ubisoft, Assassin's Creed, etc. Mais c'est quoi l'envers du décor? En fait, Ubisoft, je pense que l'Ubisoft de 2017 est un peu différent de l'Ubisoft de maintenant, donc je parlerai que de suite 2017. Mais quand je suis arrivé, en fait, la première impression que j'ai eue, c'était une grosse désillusion. Et c'est pas pour dire du mal d'Ubi, hein, mais c'était une grosse désillusion parce qu'en fait, quand t'es en école d'art ou quand t'as pas quelque chose en général, t'as tendance à l'idéaliser. C'est n'importe quoi. Tu fantasmes sur une belle bagnole, bah pareil, tu vas l'idéaliser. Tu l'achètes, tu te rends compte, il y a plein de défauts. Il y a des trucs, c'est du plastoc, il y a des trucs, c'est dégueulasse, il y a des problèmes. Et bah, Ubisoft, c'était pareil. Moi, je me disais, ah, c'est trop bien, ils doivent savoir ce qu'ils font. T'arrives, et moi, dans ma tête, c'était le même, tu vois, de la maison en feu avec le chien au milieu, en mode this is fine. Et en fait, tu te rends compte que c'est de la gestion de problèmes et de chaos en permanence. Et qu'en fait, personne sait vraiment ce qu'il fait, mais tout le monde se fait confiance pour gérer le bordel. Et ouais, ça a été une grosse désillusion à ce moment-là. Mais après, tu te rends compte, ouais, c'est juste un job comme les autres. Ok, t'es avec des passionnés de jeux vidéo, mais c'est pas un... En fait, très vite, tu prends de la maturité. T'arrives, t'es un gamin, t'es passionné de jeux vidéo, tu joues à je sais pas quoi. Et en fait, tu te retrouves dans ton département, t'as des darons de 45 ans, et tu leur poses des questions, tu bosses, tu dessines le soir? Bah non. Photoshop installé sur ton ordi? Bah non, même pas, enfin c'est un job. Moi, à 4h30, je pars, je vais chercher ma gosse à l'école, on a une vie à côté, je fais des activités. En fait, tu te rends compte, ouais, c'est juste un métier en fait. C'est un métier cool, qui est probablement mieux que vendre des frites à McDo, mais ça reste un métier avec du bon, du moins bon, des contraintes, des collègues que t'aimes bien, des collègues que t'aimes pas, comme tous les autres boulots, quoi. Et du coup, justement, t'as bossé sur quel jeu J'ai- des exemples? Alors, je devais bosser sur The Division. Le directeur artistique est parti le lendemain que j'arrive. Donc, en gros, ils m'ont bougé sur Steep, le jeu de sport, Pas le jeu le jeu de... de snowboard dans les Alpes. Ok, ouais. On était à Annecy, donc on avait tout l'environnement parfait. Et du coup, on a aussi bossé sur le tout début de Rider Republic. Donc, la suite de Steep. Et ouais, c'était cool. Donc sur Steep, on a bossé principalement. Moi, je suis arrivé vers la fin de la DLC Japon et Jeux Olympiques. Il y avait eu du contenu après qui n'est jamais sorti. Et après, Rider Republic. C'était le tout début. Donc en gros, ça m'a permis en 6 mois de voir un cycle de production complet. Généralement, un cycle de production, c'est facile 2 ans. Et là, comme je suis arrivé en milieu de prod pour des DLC, fin de prod pour certains contenus, et tout début de prod d'un autre jeu, ça m'a permis de manière condensée de voir un cycle de production complet. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé après, parce que les recruteurs savaient que j'avais tout expérimenté en très peu de temps, donc ça m'a permis d'accéder à des plus gros projets rapidement. Netflix, c'était juste du freelance, donc c'était quelques images de chevaliers et tout, donc c'était cool. Et pourquoi, du coup, c'était pour une série, C'était un pour des film documentaires. Documentaire, Ouais, ok. sur les légendes arthuriennes. C'était vachement cool. Ok. Ils ont pris plein d'illustrateurs connus et moi. Mhm. Et c'était cool. Et surtout que toi, en plus, je crois que t'aimes bien le côté médiéval. Ouais, moi je suis spécialisé Ouais, là-dedans. voilà, donc Ouais. c'était ton kiff, je pense. Ouais, en fait, Netflix, ils m'ont repéré. J'avais fait une image en genre 2 heures en live avec des chevaliers, en utilisant de la photo et tout. Et en fait, ils m'ont démarché en mode tu peux nous en faire genre 15 comme ça. Ok, let's go. Incroyable. Let's go. Et toi, justement, tu kiffais bosser avec ces boîtes-là, Netflix, Ubisoft, ou il y Euh, a des choses que t'aimais moins c'est quoi un peu En fait, j'aimais ton bien ressenti? bosser sur les projets, mais très vite à Ubisoft. C'est là pour revenir un peu sur mon expérience. Au bout de 2-3 jours, déjà, j'avais envie de me barrer. Et c'est pas du tout la faute à Ubisoft, surtout à l'époque, on était vachement bien traités. Je sais pas comment c'est maintenant, je sais qu'il y a eu du drama autour d'eux, mais à l'époque, on était vraiment très très bien traités. On avait un rythme chill, on pouvait prendre des pauses, enfin, on était cool. Mais c'était le milieu corporate. Et j'ai mis 3 ans, en fait, dans le monde corporate, entre 2016 et 2019, à me rendre compte que ça me plaisait pas. C'est quoi qui te plaisait pas, du coup, dans le monde corporate? T'as des horaires, t'as les trajets, l'aller-retour. Et moi, j'ai tendance à être assez efficace dans ce que je fais. Et par exemple, à Ubisoft, vers la fin du contrat, en fait, c'était l'art d'étaler 2 heures de boulot sur toute la journée. Parce qu'il y avait plus grand-chose à faire. On était là en veille, en fait, au cas où il y ait besoin. Et on s'emmerdait un peu, quoi. C'était un peu le mode bullshit jobs, quoi. Ouais, c'est la fin de prod. La fin de prod, en fait, ils te gardent sous le coude, ils te donnent des petits trucs à faire. Donc c'est là qu'on a bossé sur Rider Republic, mais il n'y avait pas grand-chose. La vision n'était pas encore établie.
Et du coup, bah ouais, on se tournait les pouces, quoi. Avec mon lead, on prenait 3-4 pauses par jour, tu vois. Et bah, on a pris du temps pour s'entraîner mutuellement, c'était cool. Mais dans ma tête, je me disais, putain, si le boulot est fait en 2 heures, laissez-moi rentrer chez moi, quoi. Je joue à Overwatch, je fais du sport, je sors. Que du coup, on peut parler un peu du côté revenu ou pas? Ouais, Ou c'est un peu moi, je peux pas. confidentiel, non? Non, moi, je peux parler des salaires. J'ai commencé à Ubisoft, j'avais demandé 1900 € brut. Ils ont Et eu pitié de moi, ils m'ont donné 2100. Non, en fait, C'est pas le Timothée de non, maintenant, non, ça c'est sûr. c'est pas maintenant, mais en fait, je connaissais pas la négo, j'avais pas confiance en moi du tout. C'est toujours comme ça au début, c'est Mais bien normal. sûr. Et surtout, je me disais, l'important, c'est d'avoir le job. L'argent viendra après. Ouais. Et Ubisoft, je vais pas faire la fine bouche, même pour un SMIC, je l'aurais pris, tu vois. Faut pas dire ça en entretien, sinon ils vont te donner un SMIC, ils vont te détruire, tu vois. Mais en fait, j'avais pas calculé le coût de la vie sur Annecy, Bah oui, en qui est plus une Annecy, ville ça quasi coûte cher, là. frontalière, ça coûte la peau du cul. J'avais un 29 mètres carrés. Et en vrai, si on enlève la partie sous les toits, c'était 19 mètres carrés. Sous les toits, 5e étage, pas d'ascenseur, mal isolé, 900 balles. C'était chaud, hein. La vue était incroyable par contre. Parce que t'étais un peu en hauteur, tu voyais tout Annecy. La vue était criminelle, mais l'appart, c'était horrible. C'était vétus, il y avait des endroits, la peinture, tu vois, elle commençait à faire des cloques, devait y avoir des infiltrations, c'était dégueulasse. Et t'avais 6 compteurs Linky à côté de ma chambre. Je pense que j'ai entendu des voix pendant que je dormais, tu vois. C'est C'était un appartement de fils de pute. ouais, c'est ça, l'appartement de fils de pute, tu vois. Mais ouais, c'était chaud. Et bah, sans la paye du Ubisoft, j'aurais jamais pu me le payer, en fait. Parce que 1900 € brut, t'enlèves les impôts et tout, t'as pas 3 fois le loyer, en fait. Donc voilà. Mais ouais, j'avais envie de me barrer vite à cause du côté corporate. J'en avais marre des collègues. Enfin, pas de tous les collègues, mais du côté réunion, croissant, yes man à l'américaine, ton lead, pas mon lead, mais le lead de mon lead, on avait du mal, par exemple. Euh, Parce que c'était pas quelqu'un qui jouait, il était un petit peu déconnecté de certains trucs. Et bah, t'as pas ta voix. C'est normal, c'est le monde corporate. Plus une boîte est grosse, plus la hiérarchie doit être forte. Mais t'as pas ta voix, tu te sentais un peu frustré. Et ouais, j'étais jeune et créatif, tu vois. Je voulais avoir des trucs à dire. Et ça me plaisait pas. Et juste le fait d'avoir des horaires fixes et d'avoir la routine, ça me saoulait. J'aime pas la routine. Donc Netflix, c'était en freelance, donc c'était tranquille. Ah ouais, c'est ça, sachant que tu as testé le freelance, du Ouais. coup, tu t'es rendu compte que tu préférais le freelance Ouais, au corporate, c'est du coup, ça. en salarié. Et après, même Quantic Dream, j'ai eu une partie en distanciel chez moi. J'ai détesté parce que c'était des horaires et de bureau, mais à distance. Et t'es livré à toi-même, donc c'était pire que le bureau. Après, je suis allé sur Paris. L'expérience sur Paris était horrible parce que je me suis retrouvé à vivre à Aubervilliers pendant 6 Oh semaines. non. Ça fera une bonne anecdote, ça, pour une intro, tu vois. Je connais très bien Aubervilliers parce que j'allais acheter des trucs avec mon père pour son épicerie. Et ouais, c'est pas. Je finis sur Quantic Dream, après je te raconte l'anecdote sur Aubervilliers, ça te fera une intro pour le podcast, je pense. Mais du coup, ouais, monde corporate, et là, t'es dans un open space gigantesque. Le bruit de la clim, les collègues qui tapotent avec leur casque, et en fait, t'es entouré de gens avec qui t'as pas d'affect. Tu manges à midi devant ton ordi, et je me dis, pourquoi je m'enquille 1h30 à l'aller, 1h30 le retour? Pourquoi je m'enquille la vie à Aubervilliers? Avec les problèmes et les déconvenus qu'on connaît d'Aubervilliers et des transports parisiens. Non, c'était horrible. Ça a duré que 6 semaines et après ils m'ont renouvelé. J'ai dit non, mais je repars chez moi en fait. J'ai refait à distance. Mais ouais, Aubervilliers, putain, le jour où je suis arrivé. Donc moi, je viens d'une bourgade à côté de Grenoble, qui est la ville avec les plus hauts salaires de France. Une ville qui s'appelle Coran, c'est une petite bourgade. Et il y a notre cher ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, par exemple, qui a une résidence là-bas. Tu vois. Et c'est un endroit où tu n'as que les architectes, les ingénieurs, les médecins, enfin tous les CSP+. Et en fait, ma mère est prof là-bas. On a un logement de fonction dans l'école primaire de cet endroit. Donc moi, je viens d'une petite bourgade où en fait, c'est tranquille. Tu sors le soir, t'as pas d'emmerde.
T'as que des fils et filles à papa. Ça fait des rallyes pour commencer à caser les gosses à 15 ans entre gens de la haute, tu vois. Et nous, on était un peu les prolétaires, mais on était bien acceptés comme ma mère avait la cote. Tu pars de ça et t'arrives à Aubervilliers, tu vois. Donc, trouver un appart déjà, c'était compliqué. Donc, c'est des potes de potes de potes qui m'ont fait une sous-location dans un appart de merde à Aubervilliers. Ma mère m'achète un costume. En mode, ouais, faut que tu te fringues bien, t'es à Quantic Dream, t'es dans une grosse boîte, faut que tu te fringues bien et tout. Ok, donc j'arrive, je prends le train, je prends ma petite valise. C'est la première fois que je pars aussi loin de chez mes parents. Avant, c'était Annecy, mais je revenais souvent. Là, je pars pour 6 semaines, c'est la grande aventure, tu vois. J'ai l'impression de partir à l'autre bout du monde. Tu prends le train, après tu prends les métros, et bon, déjà, les métros parisiens, c'était la première fois que je prenais le métro parisien, c'était un peu un choc culturel. Les métros lyonnais, déjà, c'était plus sympa. T'arrives à Aubervilliers et je te jure, la sortie du métro jusqu'à l'arrivée à l'appart, ça ferait une intro d'une version raciste du Bled de Bienvenue chez les Ch'tis. Tu vois, de Bienvenue chez les Ch'tis, quand il arrive dans le Nord, il voit tous les clichés, mais vraiment tarte à la crème. Bah là, c'est pareil. Je sors de la rame de métro, il y a un gamin de 6-7 ans qui essaie de me vendre des clopes. Ensuite, tu grimpes les escaliers, tu vois une espèce de maman africaine assise par terre qui vend des dattes et des fruits coupés sur un tapis par terre. Et juste à côté, t'as un gars, il a pris un caddie Carrefour, il a enlevé le siège bébé, il a mis un but au gaz et il grille des maïs. J'avais jamais vu ça de ma life, mec. Et tu t'es retrouvé au souk, là. Ouais, c'était particulier, c'était un peu un choc culturel. Et est-ce que t'avais les sourcils qui montaient comme ça? Ouais, Ouais, fais-le. T'es un peu comme ça, tu vois, tu cherches à comprendre où t'es. Et bah moi, j'ai jamais été exposé à ça, en fait. Et pareil, bah t'avances, tu vois un tacos qui a des bacs de viande marinée avec du cellophane dans le caniveau entre deux bagnoles. Je dis, bon, j'irai pas manger là. T'as une nana qui se gare au milieu de la route, qui fait un bouchon pour aller chercher un truc chez le boucher. Après, t'avances. Y avait la CAF avec une file d'attente monstrueuse. Et en face de la CAF, il y avait un espèce de bâtiment désaffecté avec une dizaine de mecs à capuche en cercle. Je sais pas trop ce qu'ils font. On se demande ce qu'ils font. Et après, on arrive à la copro qui était plutôt jolie. C'était devant un stade de foot à Aubervilliers. Et il y avait une petite pancarte attachée. En raison du squat accolé à la copropriété, la société responsable de l'éradication des punaises de lit passera tel jour, tu vois. En fait, je t'imagine là-bas. T'arrives, t'as ton petit costume, tu vois les colocs qui sont fringués comme des intermittents du spectacle, et t'es là, t'es dans ta chambre vide, et tu te dis, bon, c'est 6 semaines, ça va passer vite. Ça va passer vite, t'appelles tes parents, et là t'as le dilemme de est-ce que je leur raconte tout ça ou pas? Bah non. Non. Tu leur dis, ouais, la copro, elle est bien, c'est pas mal. Et après, mon père, il commence à me poser des questions. Je suis c'est pas bien, je me sens pas en sécurité. Il téléphone à un cousin à moi qui était à Aubervilliers, qui est très... il a vécu à Paris, tu vois, il a un scooter, et le cousin, il a dit, mais Aubervilliers, c'est bien, quand t'es jeune, c'est the place to be, quand t'es jeune. J'en pouvais plus. Et le pire, c'est 1 semaine après être arrivé, c'était un samedi. Je dormais comme une larve, tu vois, dans ma couette. Et vers peut-être 9h du matin, t'entends une énorme explosion, les murs qui tremblent. Tu vois, t'es enroulé, t'ouvres ton œil comme ça, tu dis c'est sans doute sans importance. Je veux rien savoir. Je me dis, c'est peut-être mon imagination, c'est sans doute sans importance. Et je me rendors. 30 secondes après, re-explosion encore plus forte. Et là, t'entends des cris à travers les murs en papier mâché, tu vois. T'avais pas besoin de réveil, la famille à côté qui criait tous les jours, me réveillait à 7h du mat pour aller à l'école, quoi. Et là, t'entends « Oh putain, il y a des flammes, il y a de la fumée et tout !» Et là, je me dis « Bon, c'est peut-être important, on va se lever. » C'est peut-être un site de l'univers. C'est ça.
L'univers te dit, mais casse-toi, mon pote. Je prends le volet, je l'ouvre, et en fait, il y avait une espèce de petit chemin traversant à travers la copro. Et là, on dirait un scénario de film américain catastrophe. Tu vois des gamins et des parents en peignoir qui sortent, qui pleurent, une petite fille en peignoir avec le chiot dans les bras et tout, qui pleure. Et bon, je me dis, là, c'est grave, je traverse. On arrive sur le balcon, on saute du balcon parce qu'en fait, on était au rez-de-chaussée. On arrive dans le jardinet. Et là, une dizaine de bagnoles de pompiers, de camions de pompiers, une dizaine de bagnoles de flics, toute la copro dehors en peignoir et pyjama. Et en fait, le squat, en gros, il y avait des box qui étaient squattés à coller à la copro. Les mecs dedans, je crois que c'est des gens du voyage, ils ont réussi à faire péter une bouteille de gaz. Tu vois les bouteilles de gaz de 150 litres là, de resto, ils en ont fait péter une. Et en fait, les pompiers, quand on sort, les pompiers se ramènent avec une des bouteilles de gaz. C'était un chou-fleur. Et il y avait un cratère dans le stade de foot à côté. Et les pompiers étaient en mode, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de bagnole pétée, qu'il n'y ait pas eu de mort. Parce que ça, normalement, ça souffle tout à 1 kilomètre, en fait. Cette backstory, là. Et là, tu te dis, bon, ça fait 1 semaine que je suis là. Et après, il y a ma mère qui m'appelait tous les jours, ça va, Tim, comment ça va? Non, ça va pas. Elle a jamais su. Elle a jamais su. C'est que quand je suis rentré que je lui ai raconté. Ok, ouais. Donc là, elle le sait, ouais. Oh, je me suis putain. dit, elle allait le savoir avec le podcast. Mais ouais, ok. Aubervilliers, c'était chaud. Et à ce moment-là, on a vu quoi? En vrai, ça va, c'est une bonne anecdote. Ouais, on a vu. T'es content de l'avoir vécu Ouais, quand même. ouais, Ça. on a vu les trucs place de la Villette aussi, c'est sympathique, tu vois. Futur quartier du crack et tout. À un moment, on s'est retrouvé avec le tram qui était coincé parce qu'ils évacuaient un camp sous je sais plus quelle place. Et on a vu Notre-Dame brûler aussi. Ah, tu l'as vu? Ouais. Je rentrais du bureau, un moment, donc on était vers le nord-est de Paris. Et le tram s'arrête. Puis là, un moment, c'est dégagé, tu vois de la fumée, tout le monde qui s'inquiète. Et en fait, ça sort les téléphones. Et ouais, Notre-Dame était en train de cramer. Donc ouais, les 6 semaines sur Paris, c'était le voyage initiatique, quoi. Et t'en as tiré quoi, là, comme leçon? Que je veux pas vivre à Aubervilliers. Que je veux pas vivre là-bas, c'est tout. Et c'est pas the place to be. Ouais, c'est pas the Comme place disait to mon be, cousin. être avec ton cousin sur un scooter. Voilà. Oh mon dieu. Et ça va être en hook, hein. Ouais, ça va être en génial, hook, hein. ça. Mama Africa, ça vend du maïs. Ça se réveille avec des explosions. Mais surtout, je me disais, en fait, dans ma tête, je me disais, c'est pas possible, c'est des clichés racistes, en fait. Moi, j'étais super innocent, j'avais jamais vu ça, tu vois. En fait, t'arrives là, tu dis, ah putain, ça existe. Ah ouais. Je sais toujours pas quoi en penser aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, c'était un peu un choc culturel, quoi. Putain, ok. Donc ouais, là, c'était vraiment la partie de ta vie un peu en mode initiation à la vie réelle, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sors de la bulle, tu vois, tu sors de la noobie zone dans les jeux vidéo, quoi. Là, t'arrives dans la première zone PVP de ta vie, quoi. Donc tout de suite, j'étège mon costume, j'ai acheté un gros sweat à capuche, le gros casque pour t'adapter acheté chez Action, les baskets, et je me changeais en arrivant à Quantic Dream, en fait. Je me mettais pas en costume, mais je me mettais dans une meilleure tenue, quoi. Voilà, et pas d'emmerde, y a pas eu d'emmerde, donc c'est cool. Voilà, donc c'était comme ça jusque 2019. Et après, il y a eu retour chez papa-maman. Je devais bouger dans un nouvel appart à Lyon. Je voulais faire la surprise à tout le monde. Et 2 jours avant de signer le bail, confinement. Confiné chez ma maman, donc dans l'école primaire, avec ma frangine. Et là, tu dis, ah merde. Donc ouais, c'était un peu chaud. Et c'était le moment où je voulais me lancer en freelance. Et en fait, toutes les boîtes, d'un coup, avec le confinement à l'échelle mondiale, ont mis 3 à 6 mois à s'adapter au télétravail. Donc il y a eu en fait une phase de flottement où il n'y avait pas de boulot. Je devais signer avec une boîte qui s'appelait Axis. C'était une boîte de trailers pour League of Legends, Magic et tout ça. Et ça a été annulé. Donc je me retrouve chez ma mère. J'ai pas de job. Je devais avoir un bail qui a été annulé. Je sais même pas si je reverrai la caution. L'événement de networking dans lequel je devais aller en mars, il s'est fait cancel. Ils nous ont pas remboursé. Et on sait pas combien de temps ça va durer, tu vois. Donc là, c'était un peu hardcore.
Et grosse crise existentielle en même temps, parce que c'était mes 25 ans vers ce moment-là, janvier 2020. Et je suis en mode, bon, je reviens toujours chez papa-maman. Tu es au fond de ton lit, tu regardes ton plafond. Tu es en mode, bon, je reviens toujours chez papa-maman. Je me plais pas dans le monde du travail. Je suis pas à l'aise dans ma peau. Là, j'ai pas de boulot. Là, c'est le confinement et je suis coincé. Donc, un peu chaud. J'étais pas bien. Et je pense, tu vois, c'est les moments où tu as besoin un peu de toucher le fond pour rebondir, quoi. Et là, en fait, l'annonce du confinement, j'étais en mode, bon, fuck it, j'en ai marre. Je sais pas combien de temps ça va durer. On va partir du principe que ça va durer toute l'année. Toute l'année, en fait, on va tège les jeux vidéo, on va tège les losers de potes qui veulent juste farmer des clés Valorant pendant le confinement. Et on va juste mongoliser sur 3 trucs: dev perso, sport et faire de la thune coûte que coûte. Et très très vite, en fait, moi je jouais à Donjons et Dragons à l'époque. Faudra qu'on se fasse une game de Donjons et Dragons à l'occasion. Avec plaisir. Ce serait cool. Et en fait, moi je faisais pas mal de commissions pour Donjons et Dragons. Et en fait, comme il y a eu le confinement, tout le monde était payé à rester chez soi. Donc ils avaient beaucoup d'argent qu'ils pouvaient pas dépenser dehors. Et en fait, ça a été l'âge d'or des commissions Donjons et Dragons. Et moi, j'ai fait un blé énorme. J'ai fait mes premiers 10K par mois à ce moment-là, en freelance, en faisant de la cartographie pour Donjons et Dragons. Donc tous les gens qui avaient une campagne, en fait, je leur faisais la carte de leur région, où je leur faisais des illustrations pour leur campagne et tout. Ils avaient un fric monstrueux à dépenser là-dedans. Et j'étais un des seuls capables de faire des belles cartes. Bah, pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui comprennent pas ce que c'est la cartographie, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le système économique de ce jeu? Ouais, Donjons et Dragons, donc c'est un jeu de rôle papier. C'est un peu un mélange entre du théâtre d'impro et du jeu de plateau. Donc en gros, t'as une feuille avec ton personnage, tes capacités. T'as un maître du jeu qui est un peu un espèce de metteur en scène qui va te raconter une histoire. Les joueurs interagissent. Il y a des jets de dés qui vont faire que ça se passe ou pas comme prévu. Et le but, c'est de construire une histoire ensemble. Donc c'est un jeu vachement sur l'imagination. Tu peux avoir un support avec des plateaux et des petits pions, des figurines. Tu peux jouer en ligne aussi avec des plateformes en ligne qui ont explosé à ce moment-là. Et souvent, tu as besoin de support visuel et typiquement une carte du monde dans lequel tu joues. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant quasiment tout 2020. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de cartes. Et au bout d'un moment, je faisais mes scripts dans Photoshop et je tombais une carte en une journée et demie pour 700 balles. Donc c'était un bon ratio journalier à l'époque. Et j'avais minimum 4-5 cartes par mois. Et tu faisais que ça à ce moment-là ou Non, je faisais un peu d'illustration à côté. J'ai été démarché par une boîte chinoise qui me faisait faire de l'illustration. Donc je bricolais. Mais c'était un ensemble de clients. C'était pas un gros client. En fait, ça a marqué ma transition vers le freelance. Mais j'ai pas eu le choix. En fait, je voulais me lancer en freelance. Et là, la vie m'a dit, allez, tu veux être en freelance, fais gaffe à ce que tu veux. Et elle m'a balancé ça dans la gueule, quoi. Et voilà, j'ai fait ça toute l'année. Donc tous les jours, c'était l'heure autorisée que grand seigneur gouvernement nous autorisait à aller dehors. J'étais avec ma mère et avec ma sœur et je faisais du sport dehors, en poids du corps. Que tous les équipements de sport étaient dévalisés. Donc j'avais 2 pauvres paires d'haltères, des élastiques et des bancs d'école, tu vois. C'était assez pour faire du sport, hein. Voilà. Toute la journée, c'était autisme absolu à faire des cartes ou de l'illustration ou du freelance. Payé au lance-pierre en plus, hein. Mais cumulé par... au final, c'était pas mal, tu vois. tu travaillais beaucoup à ce moment-là Ouais, je travaillais entre 12 et 16 heures par jour. Ah ouais, surtout que J'avais que ça à faire. tu travaillais avec la Chine, donc c'était décalé un peu, non Ouais. aussi. C'est un peu chiant. Mais j'avais que ça à faire, en fait. Et j'étais en mode, mon objectif, c'est à la première fenêtre d'opportunité de sortir, je sors. Et je pars parce que j'adore mes parents, j'adore ma mère. On a des relations qui sont beaucoup plus saines maintenant. Mais quand on est trop longtemps au même endroit, naturellement, on n'a pas la même personnalité et ça finit par clasher. Et personne veut ça. Et là, avec le confinement, on était forcé de devoir un peu mettre de l'eau dans le vin. Et c'était pas agréable pour elle, c'était pas agréable pour moi. Et surtout à 25 ans, t'as envie d'avoir ton indépendance, quoi. Et finalement, c'était après l'épisode Aubervilliers que tu as commencé à faire la transition vers le freelance et vers, du coup, la création de ton école, quoi. Ouais, la création de l'école, c'était pas encore le cas. Mais 2020, en fait, fin 2020,
Du coup, j'ai pu trouver un appart sur Lyon et me barrer entre les 2 confinements. J'ai failli me retrouver reconfiné sur Paris quand ils l'ont annoncé à la télé. Et en fait, à la fin 2020, il y a New Edge qui m'a contacté. Donc New Edge, c'est la plus grosse école de concept art au monde. Ouais, number one. Et qui voulait que j'enseigne là-bas. Dans les années générales, pas concept. Et en fait, Et comment ça se fait? Ils ont vu ton travail et ils se m'ont sont dit démarché. que- J'ai reçu un email comme ça un jour et voilà. J'étais super flatté. Et ça a été une super ligne sur le CV. En fait, en arrivant chez eux en septembre, je me suis dit, c'est l'école dans laquelle j'aurais voulu enseigner. J'aurais rêvé d'avoir un truc comme ça. Et en fait, ça m'a inspiré. Et le soir, dans la chambre d'hôtel, j'avais mon laptop sur les genoux et je commençais à écrire ce que je voulais enseigner. Et j'ai continué de développer ça. Fin 2020, on a fait une bêta-test de ce mentorat qui a été une catastrophe. Ouais, j'ai pris 8 personnes, des potes à moi, pour 1 euro symbolique. Et ça s'est ultra mal passé parce que le fond était bien, la forme était ordurière as fuck. J'étais beaucoup trop rock'n'roll, beaucoup trop punk, il y avait des insultes, je lâchais des dingueries qu'il aurait... Des fils de pute. Ouais, voilà, quasiment, mais j'étais trop énervé en fait à l'époque. Je sortais de 9 mois de confinement, une communauté de dev perso hardcore, dont on n'a pas encore parlé, qui était ultra hardcore. Et 9 mois où ma journée, c'était tu bosses entre 12 à 16 heures par jour, tu fais 1 heure de sport tous les jours, et le soir, tu prends cher dans ton groupe de dev perso et tu chiales, tu vois. Et alors, quand tu dis que tu as fait la bêta-test de ton mentorat, donc au début, tu avais enseigné dans New Age. Ouais. Donc, tu avais déjà Des testé, trucs qui avaient entre rien à guillemets, voir. Des trucs qui Ok, avaient rien donc à ça voir. n'avait rien à voir. Et ensuite, tu t'es dit, parce que j'aime bien la pédagogie, tu vas créer ton mentorat. Ouais, je veux lancer mon truc en ligne. Ok, ouais, c'est comme ça que Ouais. t'en es venu là. Et D'accord. donc ça s'est super mal passé parce que les gens, c'est des artistes, ils n'étaient pas prêts pour cette forme qui était trop violente. Voilà, mentalité de dev perso hardcore, les trucs comme ça, et ça matchait pas du tout. Donc ça s'est pas bien passé du tout. Tu collectes des feedbacks et tu doutes. Et après, j'ai réécrit le truc en 2021. Et là, pendant 2 ans, c'était traverser du désert vis-à-vis du mentorat. Parce que dans ma tête, croyance limitante, j'étais en mode, faut que j'apprenne le marketing, je sais pas faire du marketing. À côté, le freelance marchait très bien. 2021, c'est là que j'ai fait mes premiers 100K par an. Avec un gros burn-out à la fin, parce que bosser pour les Chinois 14 heures par jour et vivre à l'envers, c'est pas bon. 2022, ça a été une année relax, parce qu'il y a une boîte qui s'appelle Polemos qui m'avait démarché. Au début, c'était une boîte. Donc l'histoire, c'est un mec, il a investi dans une crypto qui s'appelait Illuvium. C'est du crypto gaming. Il a investi genre à 10 balles. Et il a investi toutes ses économies dedans. Donc plusieurs dizaines de milliers d'euros dedans, à 10 balles. Le coin, qui maintenant vaut plus rien, il l'a vendu quasiment au top à 1600 balles. Donc il passe de 10 balles à 1600 balles sur les économies de toute sa vie. Le mec devient multimillionnaire à 8 chiffres. Et en fait, c'était un ancien joueur de RuneScape et WoW, très très haut placé. Et il avait sa guilde et son équipe, et ils sont en mode, venez les gars, on fait le MMO de nos rêves. Donc avec un style qui aurait dû être un mix entre Elden Ring et la série Arcane. Ça aurait été trop stylé. Et à l'époque, j'étais dans un groupe crypto. J'ai fait une présentation de ce projet. Et qu'ils les connaissaient. À l'époque, ils n'étaient pas trop dans la crypto, ils réfléchissaient peut-être à mettre un coin et tout. Et en fait, ils m'ont pistonné et je me suis retrouvé directeur artistique là-dessus. La boîte est partie en couille après crypto gaming, NFT, IA. Donc c'est devenu de la merde. Elle n'existe plus. Là, je crois que le coin a fait moins 99% là, en moins de 6 mois après la sortie. Mais c'était bien, c'était de la sécurité et ça m'a permis en fait de peaufiner mon mentorat. Je devais bosser avec la marketeuse de cette boîte-là. Au final, elle a eu des soucis de santé, elle n'a pas pu. Et là, tu as le bouquin d'Alex Hormozy sur le marketing qui sort. Ok. Donc en gros, pour récap, tu as pu bosser avec une boîte pour générer tes revenus et vivre de ça. En parallèle, tu commences à faire ton mentorat. D'ailleurs, juste pour expliquer le mentorat, en gros, c'est du coaching one-to-one. Ouais, on apprend aux artistes, en fait, en groupe, on fait des cohortes, à faire un portfolio. Et ensuite, on les accompagne sur la création de ce portfolio, vu que ça prend du temps. Et du coup, pendant toute cette période où tu travailles, pendant les 6 mois, et en même temps, tu fais ton mentorat, là, il y a le livre Hormozy. Ouais. Et là, c'est l'explosion. Les bouquins d'Hormozy sont toujours arrivés au moment de ma vie où j'en avais besoin. Je suis sur l'offre, je crois qu'il est arrivé 2021.
pile au moment où je remaniais mon offre. Je me souviens, on avait pris le bouquin avec ma copine de l'époque. On avait mongolisé dessus pendant un week-end entier, peut-être un peu plus, où on prend tout et on était en mode, ok, le contenu, comment on l'hormosise. Et en fait, on a construit une offre absolument imparable avec ça. Et ensuite, 2023, la nana qui devait faire du marketing part, je sais plus, en hôpital, un truc comme ça, donc inaccessible. Je suis en mode, bon, comment je fais? Et là, tu as le bouquin sur les leads d'Hormozy qui sort. Je le prends et je fais comme un débile ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu démarches 100 personnes par jour. Et c'est ce que tu as fait du coup. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, ouais, j'avais une question. À chaque fois, les entreprises, les studios te démarchent. Est-ce que c'est parce que juste tu avais une renommée dans les studios où tu bossais, Ouais. ou c'est parce que tu avais un compte sur les réseaux qui te permettait Non, d'attirer? moi j'ai jamais été très présent sur les réseaux. Même aujourd'hui, je le suis pas trop à part LinkedIn pour mon business. Mais j'ai jamais été très réseaux sociaux. Mais en fait, quand tu rentres dans une grosse boîte, t'as ton nom qui est dans les petits papiers de l'industrie et ils ont une base de données commune. Il y a un classement du coup sur qui est le meilleur par rapport à. J'en sais rien. Ok. Je pense pas. Et Mais du coup, à chaque fois, tu es la. Enfin, est-ce que tu penses que tu es l'une des premières personnes à être démarchée lorsqu'ils ont besoin de tes compétences? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le classement je comme sais toi? pas du tout. Mais en tout cas, moi j'avais une niche. Ok. J'étais spécialisé en décor réaliste et en fantasy et historique. Tous les trucs historiques. Et c'est pour ça, Warhammer, Donjons et Dragons, comme ça. Mais ouais, donc du coup, le bouquin d'Hormozy qui sort, je démarche à froid des centaines de personnes. Démarche sur quelle plateforme du coup? Facebook. Facebook, ok. Ouais, sur les pages de commission. En tous les artistes qui posent des commissions, je les démarche un par un. En sachant pas quoi écrire, hein. C'est en mode, je vais te faire une review, passer des centaines d'heures à démarcher des gens. Et voilà. Le premier truc du mentorat, c'était avant la sortie du truc d'Hormozy. C'est juste ma copine qui m'a dit, bon, ce jour-là, tu fais un post sur Facebook, t'arrêtes les conneries, tu postes. Il y a 4 personnes qui ont acheté le truc. Et là, ça fait sauter une énorme croyance limitante en mode, attends, il y a 4 inconnus qui me connaissent pas, plutôt que je connais pas, eux ils devaient me connaître avant, qui sont prêts à lâcher 700 balles en ligne à un inconnu, comme ça, juste pour un post Facebook. Là, c'est la croyance limitante énorme qui saute, il n'y a plus besoin du marketing et tout. J'avais fait ma première classe en juin. Ensuite, en août, j'ai eu 2 personnes parce que vacances scolaires, donc c'était pas terrible. Et en septembre, c'est là que j'ai commencé le truc d'Hormozy à démarcher 100 personnes par jour. J'ai dû faire ça pendant 3 semaines, j'ai dû démarcher à peu près 2000 personnes. J'ai eu 12 ventes. C'était bien, hein. Franchement, c'était bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la classe de septembre-octobre et les élèves de juin, pour qui j'avais surdélivré, je commençais à avoir des avant-après, et après, sold out constamment. Grâce au avant-après, aux résultats élèves. Juste pour préciser, quand tu dis surdélivré, ça veut dire quoi du coup? C'est-à-dire, les 4 élèves que j'avais, je les traitais comme si c'était mes gosses, quoi. Ok. Je passais tout mon temps avec eux. S'il fallait faire des calls de 2 heures en plus avec eux individuellement, je le faisais. Dans le but d'avoir des résultats Ouais, et de pouvoir c'est montrer ça. les témoignages, quoi. C'est ça. Voilà. Et après, sold out constamment depuis 2023. Voilà. Incroyable. Et du coup, ça veut dire qu'au début, tu faisais beaucoup de prospection, Ouais. mais au bout d'un moment, est-ce que tu arrivais à avoir que des clients par les posts que tu faisais sur Facebook ou même maintenant sur LinkedIn? Aujourd'hui, tu prospectes plus. Pas de prospection à froid. Je pense que je laisse pas mal d'argent sur la table. Donc réfléchir à avoir un setter ou une setteuse, ça pourrait être pas mal à l'occasion. On développera après, mais le truc, c'est que j'ai pas forcément la capacité d'accueillir tout le monde non plus. J'ai pas forcément l'envie d'accueillir tout le monde non plus. Donc pour le moment, ça me convient. Quand on aura une structure qui permettra d'accueillir un nombre illimité de personnes, là, on réfléchira à l'option. Parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit dans mon business, c'est que moi, j'ai été solo pendant quasiment tout le temps, là. Donc de 0 jusqu'à maintenant, quasi solo. Maintenant, j'ai 3 freelances qui se courent après, qui sont payés pour genre une journée de travail dans le mois. Mais le marketing, je fais tout. Le closing, je fais tout. On est à 65% de taux de closing. On était à 85% il y a encore quelques temps. Là, on a monté le prix de ouf, donc ça baisse un peu. Mais 65% sans faire de closing. Parce que le closing est fait avant l'appel au final. Parce qu'en fait, le produit est une évidence. Le produit est tellement bon, le bouche à oreille est tellement bon, les résultats sont tellement indéniables. C'est comme si tu arrives dans une salle de sport, tu demandes si ça marche, le mec s'écarte. Tu as le même de Will Smith, tu vois, qui présente, tu as 3000 transformations derrière. T'es en mode,
Ouais, ok, ça marche. Mais là, pour le moment, l'acquisition, ça se fait surtout sur LinkedIn, où je fais beaucoup de posts. On fait 1 ou 2 tous les jours. J'ai entre 200 et 400 000 vues par semaine sur LinkedIn. Je suis la personne la plus lue de mon industrie. Donc aujourd'hui, c'est quoi un peu la stratégie que tu recommanderais pour faire, entre guillemets, la même chose? Si on avait un produit, un mentorat, et que tu devais recommencer à zéro, par exemple, qu'est-ce que tu ferais pour avoir autant d'acquisitions, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook? Bah déjà, tu t'assures que ton produit, il est pas trop mal, ou du moins que tu es capable de l'enseigner bien, même si tu pas encore fait ton cours. Deuxième truc, c'est je partage beaucoup l'avis d'Hormozy dessus. Je pense que c'est plus facile. Admettons, tu veux 10 clients payants en tout. Je pense que c'est plus rapide de choper 5 clients gratuits, avoir des études de cas et choper 10 clients payants après que choper 10 clients payants tout court. Ça dépendra toujours de si tu as une audience ou pas, mais là, on part de vraiment si tu as 0. Je pense que P5 cobayes bien qualifiés, il faut les trier, il faut pas prendre n'importe qui. Avoir des résultats avec eux sur 2-3 mois, et après te sers de ça de levier pour prouver que ça marche, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'essayer de vendre un truc direct alors qu'ils te connaissent pas. Ouais, donc la stratégie de travailler gratuitement au début, entre guillemets, mais pour ensuite avoir un retour sur Ouais, c'est investissement un, plus c'est un énorme élevé. investissement. En fait, tu gagnes du temps si tu le fais bien. Ouais. Donc, Et tu parlais de critères justement pour bien définir le ouais. client, enfin l'élève. C'est quoi les critères du coup pour avoir une personne bien qualifiée? Faut. Bah, t'as le travail un peu d'avatar client. On a souvent parlé en off, mais pour les gens qui connaissent pas l'avatar client, bah, c'est grosso modo le profil de client avec lequel tu as envie de bosser. Et c'est pas n'importe qui. Et en fait, bah, tu définis ces critères-là et tu t'assures de prendre des gens qui répondent à ces critères. Pas tes potes, surtout pas tes potes. Pas des gens qui sont juste prêts à rentrer parce qu'ils ont vu de la lumière. Des gens qui correspondent parfaitement à ton avatar parce que tu sais qu'ils ont envie, ils ont les bons critères, ils vont matcher avec toi et normalement, ils devraient être fiables. Après, c'est gratuit, donc les gens prennent rarement ça au sérieux. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi sûr que les gens vont le prendre au sérieux même si c'est gratuit. Et voilà. Donc ça, c'est des critères qui sont individuels, mais voilà, c'est tout le travail d'avatar client. Qui il est, où est-ce qu'il se trouve, à quoi il pense, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il entend, c'est quoi son environnement autour de lui, comment il parle, à quoi il pense. Et plus tu arrives en fait à rentrer dans la tête de ton avatar client et à comprendre ce profil-là, plus tu pourras déjà bien lui parler et l'attirer, donc d'un point de vue marketing, mais c'est aussi plus tu pourras l'aider à résoudre ses problèmes avec ton produit. Et du coup, tu peux nous rappeler combien de temps ça fait, enfin depuis combien de temps tu as ton école Là, The ça Art fait Nest? depuis juin 2023, ça fait plus de 2 ans et la croissance, ouais, a été turbo exponentielle. En fait, j'ai lancé, en mai-juin 2023, la période de flottement. Septembre déjà, c'était, 12 élèves, le prix a monté. Ensuite, novembre, à nouveau, sold out, je sais plus combien, je crois que c'était 12 ou 14. Décembre, sold out aussi malgré un gros accident de la vie et après sold out, sold out, sold out, le prix qui monte. Parce que du coup, tu faisais des places limitées tous les mois parce que tu, entre guillemets, ouais, tu fais tous les cours, ouais. Et vu que c'est des coachings, entre guillemets, individuels à chaque fois ou en groupe, c'est quand même. Des classes qui prennent 4 Ouais. heures à chaque fois et ça prenait du temps et surtout je bossais encore à Ah ouais, côté. ok, tu bossais encore là. Ouais. J'étais encore en freelance pour des boîtes et en fait, fin 2023, je dois quitter un travail. Je prends, 1 mois de break, vis-à-vis du boulot et en fait je me dis: «C'est quoi? Fuck it, mentorat full time». Ouais, parce que du coup, tu as réfléchi pendant longtemps à ça ou tu t'es dit, est-ce que je devrais continuer à travailler en freelance ou. Parce qu'à ce moment-là, concrètement, t'étais bien. Tu Polemos, voilà, qui me payait je crois, 6 000-7 000 par mois et après, je bossais à 400 plus la journée en freelance full time. Donc tu te mets très bien et en fait en septembre, mon parachute doré, s'est activé à la fin de l'année. J'avais fini un contrat en freelance et je savais que ça allait reprendre en décembre. Donc en gros, j'avais quelques mois de flottement où j'étais en mode, soit reprends un boulot, soit je me focus sur le mentorat. Donc là, j'ai vraiment focus sur le mentorat. Et en fait, décembre, j'ai eu mon nouveau boulot. Et pile quelques jours après, gros accident de la vie qui fait que je dois quitter mon boulot, que j'étais pas bien. Et là, la décision, c'était instantané. C'était en mode, non, je
On met pas les pieds. Ouais, tu le savais, Ouais, quoi. c'était. C'était une Non, évidence. c'était une évidence, c'est juste j'attendais le bon moment et là je me suis dit, bon, tu sais quoi, plein de mauvaises nouvelles, c'est dur, mais je veux pas associer ça au travail. J'ai pas envie de reprendre dans ce milieu-là. On va prendre un nouveau départ et on va faire le mentorat en nouveau départ, quoi. Ok. Et du coup, bah, si on devait un peu plus parler de cette école, qu'est-ce qui fait le succès de ton école au final? Qu'est-ce qui fait que ça a duré aussi longtemps et que, d'après ce que je sais, il y a des très bons résultats, quoi? Ouais, bah le succès déjà, c'est que on enseigne ce que les écoles d'art osent pas enseigner. Comprendre qu'une école d'art, les gens là qui regardent ou qui écoutent, il y a un bouquin qui s'appelle Le Cube par Claire Marshall. C'est une journaliste d'investigation qui parle des dérives financières des écoles d'art. Lisez ce bouquin ou demandez un résumé à GPT. Mais pour la faire très courte, 99% des écoles d'art, c'est des scams. J'ai aucun problème à le dire, je balancerai pas de nom. Et j'ai aucun problème à dire aussi que New Edge, par exemple, ou Artside, qui sont 2 écoles en France, c'est des écoles que je porte très très haut dans mon estime, et que c'est des exceptions. Mais la plupart des écoles, pour moi, ce sont des énormes scams qui capitalisent en fait sur la crédulité des gamins. Déjà, dans mon milieu, il y a même certains pros, ils savent même pas pourquoi ils ont du travail, en fait. Ils savent pas pourquoi ils ont du boulot, ils savent pas identifier le métrique qui a fait qu'ils ont été embauchés pour tel boulot, donc ils savent pas l'isoler, le répliquer pour avoir plus de boulot. Donc si t'es pas capable d'attendre ça d'un pro, attendre ça d'un gamin de 17 ans qui visite une école avec papa-maman lors d'une journée porte ouverte, c'est impossible. Donc en gros, tu vois des belles images, ça te vend du rêve, ils se présentent en expert, ils peuvent t'embobiner, et après c'est foutu en fait. Et quand tu te rends compte que l'école c'est de la merde, souvent t'es en 3e année, t'es sur le point d'avoir ton bachelor, et là encore t'as de la chance parce que c'est tôt. Et la plupart du temps, tu t'en rends compte après avoir eu ton diplôme, ton bachelor, ton master, je sais pas quoi, et tu t'éclates la gueule contre le marché du travail. Tu comprends pas pourquoi, et il faut te manger un mur pendant très longtemps avant de comprendre que c'est peut-être que l'école elle m'a dit de la merde en fait. Que les écoles en fait, elles sont très 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 douées à se positionner en experte, de vendre du rêve, de faire croire que tu fais des trucs. Et de toute façon, quand t'as fini et que t'as payé, eux ils ont touché le chèque, tu vois. Et moi, ce que j'ai pas aimé, en fait, dans les écoles d'art, c'est en tant qu'élève, moi, ils ont tout tenté pour me décourager, parce qu'ils ont pas compris mon profil. Et je comprends, tu es obligé de standardiser dans une classe, j'étais l'exception, j'ai vu un petit canard, c'est OK. Mais c'était pas une bonne expérience. J'aurais voulu avoir plus de profs comme mon prof canadien qui était à l'écoute, qui sur des livrets, qui passait du temps pour s'adapter et qui se mettait dans les pompes des gens. En tant que prof, que ça, c'est un truc, on n'en a pas parlé, mais quand j'étais embauché à Ubisoft, l'école qui m'a viré, tout de suite revient vers moi pour enseigner les techniques qui m'ont fait embaucher, alors qu'ils m'ont viré pour ça, tu vois. Donc j'ai pas accepté d'enseigner à mon ancienne classe, je l'aurais mal vécu eux aussi. Mais la classe d'après, j'ai enseigné littéralement ce qui m'a fait me faire renvoyer, tu vois. Et en fait, ça s'est mal passé avec cette école. Au bout d'un moment, ils étaient en mode parce que tu leur dis, mais après, des élèves, ils sont incontrôlables, ils sont pas contents, ils sont vénères, ils disent qu'on est des scammers et tout. Ah non, on a juste parlé de l'industrie, je leur ai montré les standards et ils ont fait leurs critères. Et c'est souvent arrivé en école d'art. Et quand les écoles d'art étaient bien, genre New Age, ça s'est passé à merveille. Mais quand les écoles étaient un peu merdiques, par exemple une école bordelaise en 2023 m'avait menti sur la capacité des élèves, donc j'ai dû réadapter mon programme. À la fin, ils m'ont dit, bah on a réfléchi, on va pas te payer. Parce que t'en as trop dit aux élèves, ils sont vénères. Ah non, allez vous faire enculer, fils de pute, voilà. Donc on s'est un peu bagarré, mais j'ai été payé, mais c'est toujours, tu leur en dis trop. Attends, je me force de jamais bitcher sur les écoles d'art parce que je sais que c'est pas professionnel et tout ça. Mais quand ils sont en autonomie, on parle de l'industrie. Vous faites quoi? Vous touchez les pouces, vous jouez à Candy Crush, vous faites quoi? Autant parler de trucs utiles, tu vois. Et en fait, tu leur montres les critères de l'industrie, et je pense que tout seul, ils se rendent compte que ah ouais, on est loin. On a fait 6 ans d'études, on a lâché 60 000 boulasses, et on n'a même pas le niveau de la première année à New Age, tu vois. Donc, déjà, voilà, moi, mon programme, il est basé sur ces frustrations-là. Ce que j'aurais voulu qu'on m'enseigne pour que ça marche. Le deuxième truc, c'est que moi, je parle pas technique. Je pars du principe que les gens qui arrivent chez moi, ils doivent avoir un niveau technique suffisant, c'est pour ça qu'on filtre. Par exemple, j'ai eu à peu près 200 demandes d'appels là dans les 5 derniers mois. J'ai dû passer une 50aine d'appels en tout. Parce que déjà, tu as le niveau technique qui est demandé, qui doit être élevé, parce qu'on perd pas du temps avec ça.
Il y aura des level up. Et c'est marrant parce que même si on parle pas de technique, on a des level up qui sont beaucoup plus agressifs que des mentorats techniques. Mais en fait, moi, ce que je leur explique, c'est que c'est un cours de business qui est transposé et mis à portée des artistes. Et le problème des artistes, c'est que souvent, bah, ils sont pas très câblés pour le business. Des gens sensibles, c'est des gens qui veulent juste dessiner, normal. Et ils se font complètement bouffer dans la partie business. Ils savent pas se vendre, ils savent pas identifier les besoins d'un client, ils savent pas négocier, ils savent pas démarcher, ils savent pas. Ouais, ils savent juste dessiner. Et là, en fait, on l'a rendu accessible et ludique pour eux. OK. Et du coup, si tu devais donner quelques clés pour, les personnes, comme des artistes ou même des personnes de manière générale qui ont du mal à se vendre ou à identifier des problèmes, chez leurs clients, ce serait Ouais, quoi? bah Les clés que tu donnerais toi en tout cas, en tant c'est très simple, c'est un qu'expert? peu les 5 étapes qu'on a dans notre mentorat, à tes souhaits. Numéro 1, c'est t'identifies les boîtes que tu vises, tu t'assures qu'elles soient accessibles et surtout tu vas comprendre ce qu'elles veulent. En termes de direction artistique, de process, de contenu, de problèmes qu'ils ont à résoudre. Deuxième truc, tu compares ton boulot à ça et tu vas, de manière la plus honnête possible, essayer de voir ce qui te manque. Normalement, si tu as bien analysé leur boulot, tu sais exactement ce qui te manque et comme tu as analysé leur process, tu sais exactement comment l'appliquer. Tu pas besoin de l'appliquer à 100. On fait un 80-20. 80 des résultats appliqués, enfin, obtenus grâce à l'application des 20 des trucs les plus drastiques, normalement, ça suffit. Ensuite, tu vas faire un portfolio qui va correspondre exactement à ce que tu as vu, qui a un sujet similaire, qui a des thèmes similaires, qui a un style similaire, qui a un process similaire. Une fois que tu as ça, et bon, ça prend du temps de faire un portfolio, il ne faut pas déconner. Ça prend combien de temps à peu près de faire un portfolio, dans ton industrie? C'est entre 400 et 600 heures. Donc, quelqu'un qui est déter, c'est entre 4 et 6 mois de boulot. OK. Et qu'est-ce qui prend autant de temps du coup, pour faire un portfolio? C'est la recherche, OK. Dessiner, ça prend du temps, hein. On n'a rien sans rien. Et voilà, une fois que tu as ce portfolio, faut démarcher de manière très, très agressive, avec beaucoup de volume. Faut pas attendre les offres d'emploi. Faut aller faire du démarchage à froid et faut essayer de se faire recommander. Parce que si toi, tu arrives comme un touriste et tu dis: «Ouais, je suis le meilleur», tu passes pour un prétentieux. S'il y a quelqu'un qu'un studio connaît, a confiance en lui, dit: «Bah, ce gars-là, c'est le GOAT», tu un passe-droit énorme, en fait. Comme dans n'importe quel truc business, montage vidéo, enfin, voilà. Et le dernier truc, bah, c'est, essayer de cultiver une forme d'abondance. C'est-à-dire, tu as un boulot, tu vas pas t'arrêter de démarcher. C'est le meilleur moment de démarcher parce qu'en fait, tu as un prix qui est, plancher et si un studio te veut, il est obligé de te donner plus. Un meilleur projet, meilleure paye, donc tu peux faire jouer la concurrence et donc quand ton agenda est plein, c'est là le meilleur moment pour aller signer des deals. Voilà et je suppose que dans le montage vidéo, c'est pareil. Tu as un type de youtubeur qui monte de telle manière, tu dois savoir monter dans son style. Donc tu identifies, tu vas analyser les codes, je sais que toi tu le fais dans ta format. Un portfolio comme ça et tu vas démarcher les gens qui ont besoin de ça. Démarchage à froid et si tu peux te faire recommander par quelqu'un qui bosse déjà pour eux, c'est encore mieux. Mmh. Ouais, ouais. Bah, pour le coup, ce qui est super intéressant avec, ton industrie, c'est que la plupart des choses que tu me dis, on peut les transposer dans le montage vidéo. Et même dans tout d'ailleurs. Oui, c'est vrai, dans tout. C'est juste que vu qu'il y a un lien énorme entre l'art, la 3D et le montage vidéo, je le vois encore mieux, mais c'est sûr que oui, c'est transposable dans absolument tout. C'est pour ça, nous, la format, au bout d'un moment, on va la décliner aux autres métiers de l'industrie. La 3D, l'animation, les effets spéciaux, ce genre de trucs. Et c'est là que ça va commencer à vraiment scaler. OK. Quand tu dis que tu vas entre guillemets, créer plusieurs branches, c'est-à-dire que ça va être dans la même formation ou est-ce que tu vas créer des structures différentes à chaque Bah, c'est fois? juste qu'en fait, je vais prendre le contenu de ma formation, je vais enlever la partie concept art et tu remplaces par 3D. OK, ouais. Donc J'ai déjà pris mon script, il y a à peu près 350 pages. Il doit y avoir à peu près 10% qui est à changer, tout le reste, c'est universel. OK. Ouais, c'est le fameux template, pour créer la meilleure formation au monde, quoi, en gros. OK et du coup, toi, typiquement, tu as eu, des parents un peu dans enfin, l'école, dans la Ouais, pédagogie et ma cetera, dans famille, c'est l'éducation. famille de profs. Donc, est-ce que toi, en ayant eu, entre guillemets, «une expérience avec des professeurs», est-ce que tu savais déjà comment bien enseigner quelque chose? Est-ce que tu avais déjà un sens de la pédagogie, Bah, avant même de commencer le mentorat? ouais, je pense que c'est là qu'on en revient à ce que je disais vis-à-vis de ma mère quand j'étais petit. C'est par ça que j'ai commencé. Il m'a appris à rétro-ingénierer un cours et à comprendre les enjeux.
Peut-être, je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais elle m'a vraiment enseigné la notion de pédagogie. Et c'est un truc que j'utilise tous les jours maintenant. Là, c'est la fameuse phrase si tu pêches pour quelqu'un, si tu lui donnes un poisson, il mangera aujourd'hui. Tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est un peu comme ça que je structure mes cours. C'est en mode, moi, même mes élèves, maintenant, je leur dis vous allez faire des recherches, vous allez en chier, ça va être chiant, ça va être compliqué. Mais le pire, c'est que je pourrais vous donner les réponses. Parce que les studios, on les connaît. Quelqu'un qui veut faire des studios réalistes, on les connaît. Quelqu'un qui veut faire des studios stylisés, on les connaît. On pourrait vous donner les réponses, mais ça rentrerait pas aussi profond dans votre crâne que si c'est vous qui allez faire la recherche. Donc vous allez faire la recherche, vous allez en chier, mais en fait, ce que vous allez apprendre, en plus des informations vis-à-vis de ces studios, c'est comment faire ces recherches. Comme ça, vous pouvez le garder pour toute votre vie, toute votre carrière. La plupart des mentorats, pas tous, mais beaucoup, dans le milieu, c'est je t'apprends une technique, on va faire une image qui claque sa mère, tu vas en être fier, et après tu te démerdes. J'ai rien contre ça, mais c'est pas ma philosophie. Moi, ma philosophie, c'est le endgame de l'éducation. C'est en gros, on t'apprend tout, et normalement, t'as plus besoin de nous après. Tu resteras avec nous parce qu'il y a de la confiance et il y a d'autres avantages, mais d'un point de vue éducation, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Ouais, donc le mot d'ordre, c'est autonomie, quoi. À la fin, tu veux que l'élève soit capable de tout faire tout seul. Et du coup, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, l'éducation, parce que moi, j'ai beaucoup été contre le système scolaire français. Toi, typiquement, c'est quoi un peu tes conseils pour avoir une bonne pédagogie, pour bien enseigner? Imaginons que là, tu devais donner, entre guillemets, une sorte de mini template pour enseigner un concept. Ce serait quoi ta méthode? C'est un principe qui s'appelle la taxonomie de Bloom. C'est une pyramide, il y a 6 paliers. Et en fait, plus tu es en haut, plus c'est un niveau de conscience qui est profond dans l'enseignement. Donc, je la connais pas par cœur, il faudrait que j'ai le support, mais tu le mettras peut-être en montage. Mais les niveaux les plus basiques, voilà, c'est apprendre un truc par cœur. Genre 2 plus 2 égale 4. T'apprends pas le principe d'une addition, tu comprends pas ce que représente 2, tu représentes pas ni ce que le plus représente, ni ce que le 4 ou le égal représente. C'est juste tu vois un pattern, réponse automatique. Ça, c'est un niveau débile. Ensuite, tu as compréhension de peut-être ce que c'est une addition. Ok, donc 2, ce que ça représente, le plus, ok, on additionne les trucs, ça fait 4, ok. Tu peux commencer à penser par toi-même, mais c'est pas terrible. Après, tu vas avoir de l'application, après, tu vas avoir du raisonnement par l'abstrait, tu vas avoir de la créativité au bout d'un moment. Donc, n'importe qui veut faire un bon programme, c'est taxonomie de Bloom et taper dans les 3 derniers niveaux. Comme ça que vous rendez les gens autonomes. Ok. Est-ce que genre là maintenant, tu aurais un exemple ou pas? Un exemple vraiment sur quelque chose de simple que tu pourrais enseigner dans ta formation, dans Ouais, ton dans mon mentorat? domaine, c'est ce que je te disais. Par exemple, un studio réaliste, qu'est-ce qu'il veut? Je pourrais donner la direction artistique, les codes et tout ça. Comme ça, l'élève n'aurait pas à le faire. On les a vus 1 million de fois, on les connaît par cœur. Tous les studios, on est en contact avec eux, donc on les connaît. Et voilà. En fait, l'élève, il aurait juste l'info, mais il se serait pas rendu compte par lui-même de comment ça fonctionne. Tu vois, c'est un peu la différence entre les maths et la physique. Les maths, t'as un niveau d'abstraction qui est très fort. La physique ou encore plus la chimie, des fois, c'est tangible, en fait. Tu prends, je sais pas, la réfraction de la lumière. Tu comprends quand tu mets un prisme que la lumière part dans tel ou tel sens. Et c'est la différence entre apprendre par cœur un truc et voir comment ça fonctionne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc c'est exactement pareil. Et comme, en fait, tu vois le truc, tu ne peux plus ne plus le voir. Donc, tu es obligé d'implémenter ça, que tu le veuilles ou non. Tu parlais un peu de la pilule rouge, tu vois, c'est un peu le principe de qu'ils disent dans le film Matrix, c'est une fois que tu es débranché de la Matrix, que tu as vu l'envers du décor, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est Donc, dans ta mémoire pour toujours, quoi. ouais, en fait, Et c'est la meilleure manière d'apprendre c'est un finalement. changement de paradigme, et en fait, si tu refuses de le voir, c'est que tu es dans le déni, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Et là, c'est quand même beaucoup moins violent que la manière dont les gens utilisent le terme red piler les gens, tu vois, c'est souvent des trucs assez Oui, violents. bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est plus soft, mais c'est le même principe. Ouais. Bah, justement, en parlant de red pill et de déni, est-ce qu'on pourrait pas parler d'un sujet Oula. qui fait beaucoup de... Oula, j'ai peur là. C'est la partie où ça passera peut-être pas dans le podcast. Non, t'inquiète pas, on va pas parler de poulet ou de quoi que ce soit, on va parler de l'IA. Aujourd'hui, Ouais, t'inquiète ok. pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans le monde de l'art qui, entre guillemets, dénigrent l'IA et qui surtout est dans le déni en se disant non, mais ça va pas remplacer les artistes, etc.
C'est quoi, toi, ton avis concrètement dans le monde de l'art par rapport à l'IA? Ça va dépendre du domaine. Dans notre domaine, le concept art, moi, j'ai pas très peur. Parce qu'en fait, ça demande un degré de capacité à résoudre des problèmes, de raisonnement abstrait, de raisonnement au deuxième, troisième degré, d'empathie, d'humanité. Que sincèrement, le jour où l'IA est capable de faire ça, on aura des beaucoup plus gros problèmes dans le monde que l'IA qui fait des images. Par contre, les artistes amateurs, donc les petits illustrateurs du dimanche qui font des commissions, font des petits portraits mignons sur Donjons et Dragons, force. Hein. En fait, l'IA, dans le milieu, je trouve, a vraiment creusé l'écart entre les gens qui sont pas vraiment affectés par ça, qui sont, entre guillemets, qui s'en foutent, d'un point de vue de risque de travail. Ils sont pas affectés par ça. Et je suis désolé d'utiliser ce terme, ça sonne un peu méprisant, mais j'en ai pas d'autres, les amateurs. Les gens qui sont pas professionnels, qui n'ont pas dépassé ça. Et dans le milieu du concept art, ça a beaucoup râlé parce que y a beaucoup de gens qui font juste des jolies images, mais il n'y a pas de substance dedans. Moi, c'est aussi une différence dans ma format. Je leur dis, toutes les images qui claquent que vous voyez sur Insta, sur ArtStation, ça part se faire enculer. Il en faut une ou deux dans le portfolio, mais c'est pas ça qui marche. Une IA est capable de faire ça. Et pire que ça, comme il n'y a que ça en ligne, l'IA a samplé ça et est très forte à coder ça. Les planches techniques, le dessin un peu plus technique, un peu de façon industrielle, chose qu'on fait et c'est un peu notre spécialité, c'est incompréhensible pour l'IA. C'est des hiéroglyphes parce que c'est trop technique. Il y a trop de détails, il y a trop d'informations et il n'y en a pas beaucoup. Donc l'IA ne peut pas sampler et s'entraîner dessus. Donc en gros, en répondant aux attentes de l'industrie, vous vous détachez également de la compétition avec l'IA. Donc d'une pierre deux coups. Par contre, les artistes amateurs qui font des portraits sur D&D et tout, mais c'est l'enfer pour eux. Et je suis désolé pour beaucoup d'artistes qui vivaient dans des petits pays genre Philippines, Indonésie, Pakistan, qui pouvaient vivre avec 200 balles par mois en portrait. Ça doit être très très dur pour eux maintenant, quoi. Justement, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu utilises l'IA, mais juste avant de répondre à ça, tu pourrais nous donner un exemple du coup, c'est quoi la différence entre une image IA, qui a pas forcément d'âme, pas forcément de substance, avec une image que toi, tu pourrais créer, qui a de la substance? C'est quoi la différence? Ouais, là c'est assez philosophique. Donc moi, personnellement, j'utilise pas l'IA pour la création artistique. Et là, on va rentrer dans du subjectif. Moi, l'IA, je me souviens quand c'est sorti, comme n'importe quel artiste, j'ai fait Mumus dessus. C'était un truc de dingue, mais ça m'a obsédé, tu vois. J'en ai rêvé la nuit. Surtout à l'époque, Midjourney, t'avais des mécaniques presque de casino, tu vois le truc qui se révèle. Oui. C'était ultra dopaminergique, c'était méga dangereux. Moi, j'en ai rêvé la nuit. Enfin, ça m'a fumé le cerveau, ça m'a fait un peu peur. Et en fait, très vite, la lune de miel s'arrête et tu te rends compte que ça a pas d'âme. En fait, les trucs en IA, tous les trucs ont la même gueule. On a vu les mêmes, là, les portraits Ghibli de fils de pute, les starter packs d'enculés, là. Voilà, enculé starter pack, des trucs comme ça. J'en pouvais plus, quoi. Ça te fera un clip, tu vois, pour le début, là, pour teaser. Pour le hook, ça va être super. Pour le hook. Fils de pute de Ghibli. Mais voilà, les Ghibli de merde, les starter packs d'enculés, là, les trucs faits avec Sora et tout, mais... Ok, c'est marrant de voir un chien qui tire au lance-roquette, tu vois, c'est rigolo. Mais c'est moche. Ça ira jamais dans un film, du moins en l'état. Parce que y a un truc qui s'appelle la vallée dérangeante. Tu vois ce que c'est ? Non. La vallée dérangeante, c'est un truc qu'on a vu surtout avec la robotique et les robots. Et qu'on a beaucoup vu dans les fins des années 90, début 2000, quand il y a eu les premiers films en images de synthèse. Donc genre Les Indestructibles, Toy Story, des trucs comme ça. Où en fait, ils tentaient de faire des visages humains plus ou moins réalistes en 3D, mais parce que c'est trop parfait et qu'il manque les imperfections, il manque l'humanité, il manque la petite lueur dans les yeux, il manque des détails qu'on n'est pas capable consciemment de percevoir, mais que l'inconscient en fait note, ça dérange. Typiquement, tu prends un visage, tu le mets en symétrie parfaite, c'est ultra dérangeant. Bah oui. C'est dégueulasse. C'est pas naturel. Ouais, c'est pas naturel. Ça, c'est la vallée dérangeante. Et en fait, l'IA a beaucoup ce truc. En gros, c'est trop lisse, c'est trop parfait, c'est trop smooth. Donc je sais que maintenant, pour copier des TikTokers, des podcasts et tout, ça marche pas trop dégueu. Mais tu veux un truc, moi, qui me fait vriller, c'est toutes les miniatures de youtubeurs d'enculés avec l'IA. Je suis désolé, tous les gens qui font des podcasts, pitié, fais pas une miniature comme ça pour nous. Non, mais t'inquiète pas. Mais je prends l'exemple de Sans Permission, et les gars de Sans Permission, je vous adore.
Mais enfin, j'adore vos podcasts, mais vos miniatures, tous les mecs ont des têtes de Golemon. Tous les mecs qui ont des miniatures de tête avec de l'IA, vous avez des têtes de Golemon. C'est horrible. Toutes le même sourire à la Mr Beast dégueulasse, les yeux exorbités, mais c'est pas des têtes humaines en fait. L'autre jour, j'ai vu Mathis Clouet, il a lancé un podcast, mais c'est pas son visage en fait. C'est horrible. Donc, tant qu'il n'y a pas ça qui est fixé, moi je suis pas très inquiet. Et la courbe d'évolution, surtout pour la génération d'images, genre Midjourney, en fait, ça devient consanguin. Même ChatGPT, tu vois, ça devient consanguin parce que ça commence à se sampler sur lui-même. Et ça fait de la merde, ça fait de plus en plus d'hallucinations, ça fait de plus en plus d'erreurs. Et ça développe pas le sens critique. Donc, pour développer une IA capable de faire notre boulot, il faudrait que tu trouves un artiste qui soit ultra qualifié, encore plus que moi, je suis loin d'être le meilleur, qui accepte de faire ça, et surtout qui puisse trouver un panel d'images, on parle de centaines de milliers, voire de millions d'images, et qu'il tente de les expliquer à l'IA. Putain, bon courage. Hein. Le jour où on a ça, on aura des problèmes beaucoup plus gros dans le monde que l'IA qui pique les images. Par contre, le débat de sampler sans l'autorisation le boulot d'artiste, là, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à défendre, tu vois. C'est pas bien. C'est pas bien, il y a des gros problèmes de copyright. Là où l'IA me fait flipper, pas flipper, mais je me dis qu'il y a plus de danger, c'est ce que tu m'as montré l'autre jour avec la génération de musique, par exemple. Là, par contre, c'est beaucoup plus On impressionnant. a fait des sacrées musiques. Hein. Peut-être qu'on mettra un extrait de la musique. Non, franchement, on mettra un extrait. Ça. Rama, yo, c'est le crew qui cogne. Amitié, loyauté, respect, on fait trembler le monde. Andorama, Rama, vibe sur la même onde. Ensemble, on rayonne sur la même fréquence. Yeah, on se pose au resto, débat et rire en cascade. C'est Andorama, baby, ici pas de masquerade. Team le roi des stats, calcule tout, c'est un nerd. Probabilité de gagner, fils de putsch, te paie. Mais là, moi, ça m'a bluffé parce que la qualité du son, la qualité du mix est très très bonne. Et rien que ça, rien que la qualité du mix, ça va te discriminer énormément d'artistes, en fait. Il y a plein d'artistes, ils perceront jamais parce que leur mix, il est éclaté. Aujourd'hui, l'IA mixe mieux qu'eux. Ouais. Et en plus, c'est en chaud, quelques hein. secondes. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais en quelques secondes, quoi. Mais surtout, rythmiquement, c'est intéressant. Tu vois. Après, il faudrait voir quel contrôle tu peux avoir dessus. Donc, je sais pas trop. Je dis pas que c'est bien. Moi, j'aime bien le côté humain. Et les groupes que j'écoute, c'est... Il y a l'aspect musical, mais il y a aussi les lyrics, il y a l'aspect humain. T'as une relation... Enfin, entre guillemets, une relation, tu vois, avec l'artiste. Je sais pas, il y a quelques années, j'ai vu Muse en concert pour la première fois de ma vie. C'est le premier gros groupe dont j'ai été fan quand j'étais gamin. Putain, tu les vois en vrai, t'as l'impression de voir le Père Noël, tu dis putain, ils existent vraiment, quoi. Et si t'as le côté IA, tu vois, c'est un peu plus compliqué, tu vois. D'avoir cette relation. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais pour moi, c'est vraiment ça qui fait que l'IA, moi, j'adhère pas trop. Et même ChatGPT. Maintenant, j'utilise Claude pour écrire. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec les posts ChatGPT. En février, tu vois, j'avais réussi un peu à craquer le game sur LinkedIn. Des posts ultra violents, ultra cash. Il y a tout le monde qui fait ça maintenant. En fait, c'est cramé que c'est ChatGPT, tu vois. Donc maintenant, en fait, j'ai réussi à briefer GPT et Claude. Je les fais bosser en tandem. Pour qu'en fait, plutôt que de me faire un post de marketing d'IA, ils font juste un transcript de ce que je fais mis en page correctement. Avec mon ton à moi et tout ça. Et moi, la raison pour laquelle j'aime pas trop l'IA, c'est aujourd'hui, en fait, on est dans un paradigme où tu fais de l'infoproduit, tu es obligé d'être dans la relation avec ton public. Et l'IA, en fait, il n'y a pas de relation possible. Tu es obligé d'être toi, tu es obligé d'avoir tes imperfections, tu es obligé d'avoir tes tics de langage, les fils de pute, les trucs comme ça, tu vois. Et c'est ça qui fait ton pseudo-personal branding. Tous les gens, en fait, qui sont drogués à l'IA, c'est lisse et ça ressemble à tous les autres golemons qu'utilise l'IA, en fait. Donc, à utiliser, mais avec parcimonie. Et moi, je préfère l'utilisation que j'en fais, qui est de vraiment... Je fais un vocal, ça me fait un transcript très bien organisé, ça évite les répétitions, et ça garde mon ton. Je fais lire mes posts à beaucoup de gens, là, une personne qui est en train de bosser du copywriting, du ghostwriting et tout ça. On l'a comparé à des posts que j'ai écrits à la main et des posts qui ont été transcrits. Elle m'a dit, faut vraiment avoir l'œil pour voir la différence. Et tu sais que c'est ton contenu à toi, ça n'a pas été vomi par une IA, quoi. Donc moi, c'est plus comme ça que j'utilise, c'est comme un assistant
mais je déteste en fait lui laisser mon Tout le cerveau. tu vois. contrôle, ouais. Je sais pas si ça te fait la sensation aussi, mais quand tu utilises ChatGPT trop longtemps, il faut redémarrer le cerveau après, c'est très violent. Ouais, t'es en mode passif, tu réfléchis plus vraiment. Ouais. Non, je suis d'accord. Et quand tu as toutes les études sur l'atrophie du cerveau que ça cause, Déjà que même avant l'IA, on était déjà assez avant bien l'IA avec atrophié. TikTok, les shorts et tout, on était bien. Là, je pense que les aliens, ils nous regardent, ils doivent se dire, on leur donnera jamais le voyage temporel, quoi. C'est foutu, quoi. Ouais, bah après, honnêtement, moi j'avais le même avis sur l'IA, c'est-à-dire que ça creuse l'écart entre les meilleurs et les médiocres, entre guillemets. Parce que c'est vrai, hein, enfin, aujourd'hui, si t'es au milieu, ça sert pas à grand-chose, tu vas te faire C'est un remplacer. catalyste, en fait. Si t'es déjà très smart, ça va catalyser ton intelligence. Si t'es pas très smart, ça va creuser ta tombe, en fait. Et puis pareil, bah toi, tu vois, tu utilises pas trop l'IA dans l'art, entre guillemets, dans ton travail réellement, mais plus en tant qu'assistant. Ouais, il n'y a pas de valeur surtout. Nous, on a beaucoup plus de valeur à le faire parce que bah, typiquement, on peut faire des choses qui étaient impossibles avant. Typiquement, faire du motion design avec des images d'IA, c'est révolutionnaire, tu vois. C'est génial. Il y a des IA qui te permettent de faire des cuts automatiques, Ouais, mais toutes les tâches rébarbatives, moi je suis pour l'IA. Pour ouais, les tâches chiantes, c'est bien, let's tu go, vois, hein. mais c'est vraiment juste des basiques, quoi. Ça va Mm. jamais remplacer quoi que ce soit. Tu le faisais de base, et honnêtement, ça n'a pas une grande valeur ajoutée. Moi j'ai aucun problème là-dessus, c'est plus de temps pour faire ce qui a de la valeur en fait. Hein. Donc ouais, comme tu dis, c'est un assistant, quoi. Que ce soit dans l'écriture, dans les idées, ou même dans la génération d'images. C'est un skill de savoir l'utiliser avec parcimonie et pas de devenir dépendant de ça. C'est vraiment important. Et l'IA, tu vois, il y a aussi beaucoup le syndrome de Dunning-Kruger, tu vois, n'importe quel golemon qui se met sur l'IA se prend pour un génie. Non. Non. Donc faut rester les pieds sur terre et faut faire gaffe quand même. Ok, magnifique. En vrai, on a parlé de pas mal de sujets, là. Toi, est-ce que tu as des sujets que tu aimerais aborder? Là, je sais que j'ai envie de parler un peu de l'expatriation, mais il y a des sujets avant qu'on n'a pas abordés. Non, c'est bon, vas-y. Let's go. Bah écoute, toi, ça va faire à peu près quoi, 6 mois là que t'es en Andorre? Du février. Ok. Donc ouais, tu t'es expatrié juste après moi, en réalité, juste quelques mois après. Donc, quel est ton ressenti par rapport à ton expatriation en Andorre? Comment ça se fait que t'es là? Bah, pourquoi je suis là? Pour les mêmes raisons que tout le monde. Voilà. Pour les Colombiennes? Ouais, exactement. Non, les raisons, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est impôts, sécurité, réseau. Voilà, comme ça, on a éjecté les questions. N'importe qui vient en Andorre vient pour ça. Mm. Je pense que le réseau, c'est le truc le plus sous-estimé en Andorre. Il y a une concentration de talent au kilomètre carré qui est inégalée dans le monde, à part peut-être à Dubaï. Et certains endroits de la Californie où il y a 40 attaques au couteau par jour. Donc l'avantage d'Andorre, c'est que comparé à Dubaï, t'as pas la pollution, t'as pas la chaleur, t'es plus proche de la France, si c'est un argument pour toi, moi c'était un argument pour moi. Et t'as un cadre de nature qui est quand même beaucoup plus sympa qu'une ville dans le désert. Et t'as pas les 40 attaques au couteau par jour comme à Cape Town, quoi. Donc c'est bien. Donc le ressenti, c'est que c'est sympa. Moi, ça ressemble à où je viens. Moi, je viens de Grenoble, donc très similaire en termes de topologie avec les montagnes et tout. Le réseau exceptionnel. Les rencontres que tu fais ici, d'un point de vue business, sont exceptionnelles aussi. N'importe qui que tu rencontres fait un truc singulier. Pour moi, le principal défaut d'Andorre, on connaît les qualités, tu vois. Les impôts, c'est simple administrativement. C'est pas simple quand t'es dedans, mais une fois que c'est fini, ça va. Le réseau, opportunités business, fiscalité, tout ce que tu veux. Le coût des taxes et des duty free, à part si t'achètes des clopes et du pastis, c'est pas tant vrai que ça, je trouve. Ok, tu payes ton flacon de parfum 20 balles de moins, mais c'est pas 3 fois moins cher qu'en France. Mais voilà, t'as le côté enclavé d'Andorre qui est particulier. C'est à la fois un avantage, c'est de la sécurité, du calme. C'est aussi un défaut, on en a déjà parlé plusieurs fois, pour rencontrer des gens de manière non professionnelle. Donc tu veux te faire des amis avec qui tu vas pas parler business. T'es un peu cloîtré en fait dans ton milieu social. On le disait l'autre fois, la sphère entrepreneuriale, tu vois, on va à des endroits, petite forêt, l'unique. Pour ceux qui savent pas, la petite forêt, c'est un petit bar dansant. C'est des endroits un peu huppés où le verre coûte un peu cher. Ouais.
Et c'est sympa. La danse aussi coûte cher. Ouais, la danse coûte cher. Donc c'est des endroits qui coûtent cher, mais les gens de classe moyenne ou basse ou normale, ils vont pas là et t'es jamais mélangé à eux. Donc en gros, t'es cloîtré à la sphère entrepreneuriale, influenceur, business, et c'est limité. Limité dans ta capacité à rencontrer plus de personnes dans Ouais, d'autres classes sociales, tu ouais, parles? ouais, ouais. Ok. Bon, après, ça dépend hein, de ce que tu fais en Andorre. Non, bien Là, sûr. avec nous, bientôt, tu vas voir, en hiver, ça va être la folie. L'hiver, ça va être bien, ouais. On va rencontrer plein de gens, mais après, c'est vrai que l'Andorre, en fait, autant sur le plan professionnel que sur personnel, je me dis, putain, j'ai rencontré que des gens comme moi ici. Ouais. Et c'est génial, en fait. Ça, c'est bien parce que, étant donné que les raisons pour bouger, c'est toujours les mêmes, n'importe qui à qui tu parles, tu peux parler comme tu pourrais jamais le faire en France. Et tu sais qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème, tout le monde a les mêmes valeurs. Et ça, c'est cool. Parce qu'en France, je pense que c'est une raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se sont expatriés. En fait, t'as beau être entouré de 70 millions de personnes, tu te sens vachement seul parce qu'il y a peu de gens qui partagent les mêmes valeurs. Dès que tu as de l'ambition, bah souvent tu te fais taper sur les doigts, tu te fais sanctionner de partout. Il y a beaucoup de jugements. Les gens autour de toi te disent l'ambition c'est toxique, c'est pas bien. Tu commences à gagner ta vie même pas très bien, juste correctement, tu vois. Le problème c'est voilà, c'est dès que t'es juste à 3000 balles en freelance, bah tout de suite tu deviens un problème pour les gens, tu dois être taxé à 98,9% parce qu'apparemment t'es un infâme riche. Alors que selon où tu vis, bah non, t'es pas riche. Tu vis à Paris avec une famille, donc 2 adultes, un enfant, et 3000 balles, t'es pas riche. Tu fais que dalle. T'es peut-être pas pauvre, mais t'es clairement pas riche et tu vas faire gaffe à ton argent, quoi. Donc il y a beaucoup cette mentalité très jalouse, très qui veut pas de succès en fait. Ça t'encourage pas. On parle même pas de l'imposition qui est progressive et qui te crée un plafond de verre. En fait, il y a rien qui t'encourage à être performant et il y a tout qui t'encourage à être dans la norme, voire médiocre. Et il y a beaucoup de fois, bah, tu te dis: «Mais pourquoi je me casse le cul à faire tous ces efforts? Alors je pourrais juste arrêter et me contenter de, pas forcément des minima sociaux, mais d'un truc moyen». Tu fais 10 fois moins d'efforts, tu gagnes 2-3 fois moins d'argent, tu vois? Et tu te dis: «Pourquoi pas?» tu vois? Et en fait, bah, non, en fait, pas possible. Tu parles à des gens, moi je me souviens, mes anciens potes sur Lyon, j'ai coupé les ponts du jour au lendemain avec eux, c'était pas possible, en fait. Des problématiques, voilà, collecter des clés sur Valorant pendant le Covid. Quand on dit non, mais moi, jamais j'investirai en bourse parce que c'est pas moral. Bon, Pas moral, ah ouais. tu sais pas de quoi tu parles, tu vois, tu peux très bien investir dans des boîtes qui changent le monde positivement. Voilà, et pareil, moi je me souviens C'est des fois. surtout des excuses, j'ai l'impression. Mais oui, c'est des excuses, c'est l'argument de la moralité au nom de. Au nom de on sait pas quoi, tu vois. C'était une mentalité un peu jalouse et c'était vraiment la métaphore du panier à crabe, en fait. Andorre, c'est bien, tu vois, t'as pas de tabou. En fait, tu peux dire ton chiffre d'affaires ou pas, t'impressionneras personne en Andorre. Et il y a pas beaucoup de sabotage. Les gens ont plus tendance à vouloir, au pire, ils sont indifférents avec toi. Et au plus souvent, ils veulent te filer un tips pour t'aider. Parce qu'il y a rien à perdre, c'est pas la compète. Et tout le monde fait des. Après, je sais qu'il y a des gens qui font un peu les mêmes métiers. Vous êtes plusieurs en Andorre à faire du montage vidéo. Moi, je suis un peu le Pokémon Shiny du groupe, à faire un truc que personne connaît. Donc, moi, je m'en fous, j'ai pas de concurrence. Mais j'ai l'impression que même vous, en tant que concurrent, ça cherche pas à se saboter ou à garder de l'info l'un pour l'autre, quoi. Ouais, c'est clair. Et toi, du coup, en termes de changement dans ta vie, c'est quoi un peu les grands changements que tu as eu quoi, entre être en France et être en Andorre? En termes de ressenti, en termes de nouvelle vie, c'est quoi un peu ton nouveau train de vie et tes ressentis? Ouais. Bah, déjà, tu dors vachement mieux la nuit. Déjà, t'es en attitude, mais surtout la sécurité. Moi, depuis le Covid, je me sentais pas très en sécurité en France. J'ai pas aimé ce qui s'est passé avec le confinement. Enfin, j'aime pas la trajectoire où c'est allé. Et quand tu vois de plus en plus des débats du genre piquer l'épargne des Français, ça parle de guerre. Moi, chaque fois que je rentre dans ma famille et qu'ils regardent BFM TV, ça parle que de guerre, de guerre, de guerre, de guerre, de guerre. Ça, tu veux que l'idée elle rentre, donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais si ça arrive, la France est en guerre. Moi, j'ai pas envie d'être là, tu vois.
Pas envie d'être de la chair à saucisse ou de payer les pots cassés alors que j'ai pas pour, tu vois. En Andorre, au moins, t'es tranquille, tu vois. T'as pas tous les problèmes. Je sais pas si ça te le fait aussi quand tu reviens en France et que tu vois les infos en France, mais c'est un déluge de toxicité, le truc. C'est vraiment la culture de faire bader les gens à fond et Aussi, tu sens vraiment voilà. la différence quand tu passes la frontière de l'Andorre. Tu passes du mode PVE au mode PVP. C'est Tu ça. prends ta pioche, ton épée et ton C'est armure. ça. Et... Moi, quand je prends la bagnole et généralement mon premier arrêt c'est vers Perpignan, je dis ah, le mode PVP il est activé par défaut là. On va faire gaffe. Donc je vais laisser ma bagnole avec mes 2 chats très très vite. Je vais vite aller pisser, prendre mon café et je me barre quoi. En Andorre, ma voisine elle a mes clés, tu vois. C'est incroyable. Ça, c'est vrai, hein, c'est fou. Mais justement, en termes de relations sociales, est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que tu te sens plus heureux par rapport à tes relations sociales par rapport à avant? Vu que les gens que... Ah, c'est beaucoup plus qualitatif. Ouais. Bah, c'est des gens avec qui il y a plus de profondeur, tu partages les mêmes valeurs, tu as des discussions qui sont plus centrées sur nos intérêts aussi. Voilà, parler de farmer des clés Valorant, c'est cool 5 minutes, mais je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats les couilles, frère. Voilà, c'est ça. Je dis pas qu'il faut faire que parler business, mais tu peux avoir des discussions sans tabou beaucoup plus facilement. T'as pas à te censurer, t'as pas la peur du jugement et de te faire pointer du doigt. Ah, c'est pas bien, t'as pas le droit de penser ça. Arrête, c'est bon, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Laisse-moi penser de ma manière, je vais pas l'imposer, je veux pas que tu m'imposes ta manière. Fous-moi la paix, en fait, ça. Et Andorre, c'est bien parce que les gens sont détendus, tu vois. Ça se voit dans la rue, tu vois, les gens, ils sont innocents. Tu vois des trucs en Andorre que tu verrais jamais en France, ou le soir. Tu vois des gamines qui rentrent toutes seules le soir, à pas d'heure. Mais ce serait inimaginable en France. Ce serait très irresponsable. Et c'est super triste d'en arriver là. Enfin, je viens de Grenoble, il y a des impacts de balles sur les murs et tout. Ah ouais, Donc, ouais, c'est chaud. j'ai eu une expérience là-bas aussi. Ouais. Ouais. Il y avait un reportage il y a pas longtemps de VA+, sur Grenoble. J'ai un pote qui m'a envoyé ça, et bon, je me suis dit, bon, VA+, ils sont très partisans à droite, ils vont noircir le tableau. J'ai vu le truc, je me suis dit, les mecs, vous êtes des lâches, vous avez même pas montré 1/10 de ce qu'il y a de trucs hardcore à Grenoble, vous avez pas osé aller dans les quartiers, en fait. Donc, même ça, c'est que dalle, tu vois, comparé au portrait réel de quelqu'un qui a vécu là-bas pendant 30 ans, quoi. Et en fait, t'as des réflexes qui disparaissent quand t'es en Andorre. Lesquels? L'hypervigilance en permanence, par Ouais, exemple. niveau sécurité, tu Ouais. parles. Ouais. Quand tu rentres en France, tu te rends compte que tu dois faire gaffe autour de toi, aux gens, même aux bagnoles. Dès que t'entends quelqu'un hausser la voix, tu te dis, oh, putain, est-ce qu'il va se passer un truc? En Andorre, t'as pas ça. Et en fait, c'est seulement quand t'es en Andorre et que tu reviens en France et que tu te remets en hypervigilance, tu te rends compte de cette espèce de poids sur les épaules que ça te fait en permanence. Donc c'est... ouais, ça fait du bien. Voilà, c'est ça les différences. Pas mal. Je mange bien, beaucoup de restos. Il faut faire du sport. Je vois moins la famille, mais je la vois quand même. Et ouais, franchement, la vie est tranquille ici, quoi. Ouais. Oh, clairement, tous les points que tu as cités, je partage le même avis. On va terminer le podcast là, je pense, dans 15-20 minutes. On va parler de 2 derniers sujets. L'avant-dernier sujet, ça va être au niveau des livres. On n'a pas parlé de livres, de ce que tu lis. D'ailleurs, justement, ce qui est marrant, c'est qu'en Andorre, tu as une personne sur 2, tu lui parles de livres, il te dit, bah ouais, j'ai lu ça, j'ai lu ci, tu vois. En France, on va te parler de dev perso, ils vont dire, mais tu me parles de quoi, tu vois. Donc ça aussi, c'est marrant. Et justement, bah, toi, tu as quand même lu certains livres qui t'ont probablement forgé, qui t'ont permis de développer une certaine mentalité. Est-ce que tu aurais 3 livres à recommander? 3, c'est chaud, mec. Pas forcément les meilleurs, mais juste 3 livres que tu recommanderais par rapport à, entre guillemets, 3 compétences, 3 niches. Ouais. On va parler business déjà et on risque d'avoir un peu plus de 3 livres. L'offre à 100 millions d'Hormozy. Super cliché, mais je comprends pas. En fait, il y a plein de gens, ils commencent un business, ils l'ont pas lu. Donc en fait, c'est la recette de A à Z pour faire une offre qui marche. Ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, tu as des GPT offre à 100 millions pour faire le premier scam venu. Et tu as eu un déluge de scammers à cause de ça, en fait. Hormozy, il a créé le meilleur comme le pire à cause de ses bouquins, ou grâce à ses bouquins. En fait, c'est tellement simple de faire une bonne offre avec ça que tu peux faire le premier scam fait avec ChatGPT aussi.
Et on connaît des mecs qui ont fait ça, quoi. Et ça a marché parce que tu suis le truc, ça marche. Mais si t'es consciencieux et que tu l'appliques bien, vraiment, t'as une offre qui est imbattable, en fait. Il y a trop de gens qui ont la flemme, en fait, de l'appliquer. Ça, c'est le premier. Deuxième bouquin que j'aime bien, c'est La Vache Pourpre. Je crois que c'est de Seth Godin. Ouais, donc grosso merdo, quand tout le monde fait un truc, fais l'inverse. Moi, ça a vraiment été ma règle. Ça, c'est ce que tu fais sur LinkedIn. Ouais. Sur LinkedIn, bon, on défonce le game de LinkedIn. Je suis pas premium. Je pose des mèmes qui tâchent. Et généralement entre 200 et 400, 500 000 vues par semaine. Voilà. Propre. Le pouvoir des mèmes. Non, LinkedIn, c'est marrant parce que tout le monde fait... En fait, LinkedIn, c'est une plateforme de dégénérés. C'est la mélange entre le monde du travail et les réseaux sociaux. Donc, le cancer au carré, tu vois. Et c'est vraiment... Sur LinkedIn, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des concours de mise en scène à la con. Genre, aujourd'hui, j'ai quitté ma femme. Je suis désormais très fier d'annoncer que je peux consacrer ma vie au SEO, tu vois. Tu te fais enculer, tu vois. Ça sera dans le hook aussi. C'est génial. Raconte l'histoire du canard où je sais pas. Voilà, une fois, faut que je te retrouve ce post, mais une fois, je tombe sur ça, c'est les boomers de LinkedIn, tu vois, les donneurs de leçons. Je sais pas qui c'est, mais c'est des donneurs de leçons comme ils sont vieux. Ils vont clamser dans 10 ans, mais c'est pas grave. Et un mec qui fait un post qui a fait genre 2-3 000 likes. Cette vidéo d'un canard qui pêche avec du pain a un truc important à nous apprendre pour le leadership. La patience. Ça aussi, ce sera dans le hook. Putain, j'aurais tellement d'éléments pour le hook. Rafalez-moi ça, quoi. Le bûcher, tu vois, c'est... on prend du bois, on fait un bûcher, on le met, mec, ça fait des flammes de 30 mètres, et c'est bien, tu vois. Ça sera plus utile. Ou sinon, des concours de RH un petit peu woke, qui sont en mode, ouais, j'ai installé une piscine à balles dans mon entreprise pour le bien-être de mes employés, mais arrête. Tu vas te faire virer comme tous les mecs de la tech, là, quand Elon Musk va racheter ta boîte, c'est fini. Ou sinon, c'est des conseils qui marchent pas. Parce que ça fait l'algorithme de LinkedIn, en fait. Si tu trouves le job de tes rêves sur LinkedIn, t'es plus sur LinkedIn, donc ils peuvent plus te vendre le premium. Donc à l'inverse, on fait des trucs drôles, qui aident, et déjà, rien que ça, c'est bien, tu vois. Ouais, justement, tu faisais le parallèle avec Tinder. C'est pas un parallèle. L'algorithme de LinkedIn, c'est quasiment le même que celui des sites de rencontres. Et d'un point de vue business, ça fait sens. Un site de rencontre, c'est pas dans leur intérêt que tu trouves l'amour de ta vie parce que tu vas te barrer. Et c'est tout dans l'intérêt du site de rencontre de te donner envie, te frustrer et te dire hey, t'es à un abonnement premium près de plus être frustré. LinkedIn, c'est pareil. Si tu trouves le job de tes rêves, tu pars en CDI, tu vas plus sur LinkedIn. Donc en gros, ils vont te donner envie, ils vont te frustrer et te dire découvre qui a visité ton profil, tu vois. C'est vraiment on découvre qui a liké ton profil, c'est la même en fait. Achète le premium. Donc du coup, c'est dans l'intérêt, je suppose, des sites de rencontres de mettre en avant. Je pense qu'ils ont, je sais pas s'ils ont une partie conseil sur le site, peut-être, mais je pense que c'est dans leur intérêt de mettre en avant des conseils de merde qui marchent pas. Et LinkedIn, c'est dans leur intérêt de mettre en avant des conseils de merde aussi qui marchent pas. Donc là, les 200 à 400 000 vues par semaine que je fais, c'est avec un boulet au pied. Je devrais être top voice. Mais en fait, quand t'es top voice sur LinkedIn, c'est que t'es un enculé. Les top voice LinkedIn, en fait, c'est quand tu joues l'algorithme de LinkedIn et que tu défonces de l'utilisateur, en fait. Donc, c'est pas un badge d'honneur d'être top voice. Au contraire, tu vois le mec, il est top voice, tu dis, lui, non. Voilà. Donc, Vache Pourpre de Seth Godin, l'offre à 100 millions d'Hormozy, dernier bouquin. Tous les bouquins de Seth Godin, je pourrais les recommander, donc Tribes, This is Marketing et tout. Mais on va prendre un autre truc, on va prendre les idées qui collent. Ok, les idées qui collent, ouais. Voilà, de Dan et Chip If. Voilà, c'est juste comment tu t'exprimes pas comme un golemon. C'est comment t'exprimes une idée claire, nette, précise, originale. C'est un peu la base du copywriting. Et c'est aussi la base du marketing, mais c'est important, je pense, même de savoir bien parler, de pas avoir des genre, tu vois, alors en fait, à la face, à mode, enfin, tous les parasites de langage de merde. Je pense que c'est important d'être assez pur et de savoir aller à l'essentiel, surtout quand t'enseignes ou quand tu marketes.
Donc, ouais, moi, j'aime bien ce bouquin. Et le hook du bouquin à te raconter l'histoire du collecteur d'organes au début, elle est. T'écoutes ça, t'as des frissons, tu vois, ça marche trop bien. Et le bouquin est super. Putain, mais il y en aurait tellement dont je pourrais parler. Et voilà, là, on a les 3, donc je pense qu'on est bon. Ouais. Après, si tu veux en citer d'autres, tu peux. Peut-être sur des thèmes complètement différents, au-delà du business. Sur le plan perso, il y a quoi d'autre que j'ai lu qui était fou? Peut-être The Way of Superior Man, non? Je l'ai pas lu. Ah, tu l'as pas lu? Non. Ok. Non. J'aime beaucoup. Après, c'est toujours du business, mais la Bible du marketing underground de Tougan, elle est bien. Ah oui. Dur Là, à il trouver. vend plus, je crois. Euh, livre. Là, ils vendent plus, là, en ce moment, non. Mm. Mais Tougan, gros père spirituel pour moi. Carrément. Enfin, tous les mecs un peu dark, moi j'adore les gars dark de l'internet. Tout comment ils déchaînent les passions. C'est assez cool. Et en fait, tu peux quand même extraire des compétences qui sont utiles, tu peux faire du bien avec, donc c'est cool. Un autre bouquin qui est un peu épicé, moi que j'aime qui m'avait beaucoup marqué, et paradoxalement qui m'avait ouvert les yeux sur le business et sur comment avoir un boulot, c'est The Game par Neil Strauss. C'est l'autobiographie du plus grand séducteur de la planète. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est un gars qui était journaliste au Rolling Stone, qui a infiltré la communauté des pick-up artistes pour la fin des années 90, début 2000. Les pick-up artistes, c'était tout nouveau, maintenant c'est ringard, hein, ça marche plus. Mais voilà, la communauté de la séduction, avant les sites de rencontres et tout. Et c'est tellement devenu un bon élève, un peu du leader spirituel du mouvement de l'époque qui s'appelait Mystery, que en fait il l'a dépassé. Et c'est très intéressant de voir l'évolution du gars. Mais surtout, en fait, il y a toute une partie où en fait ils appliquent la notion du game, donc mécanique de séduction, mécanique de relation plutôt, au business. Je crois que ça s'appelle la RSD, Real Social Dynamic. Et ça m'a vachement parlé à l'époque. Autant avec les nanas, apparemment je ne l'ai pas trop appliqué. Mais par contre, en business, ça a vraiment cliqué. Et ouais, c'est un bouquin qui était très intéressant, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et ouais, niveau bouquin, je pense que c'est ça. Après, ce sera de la fiction, donc moins intéressant. Ok, ouais, super intéressant. Ouais, donc pour résumer, t'as le livre d'Hormozy, Ouais. La vache pourpre, Stick, donc ces idées qui collent. The Game. The Game, et voilà. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas des mal. bons livres. Hein. Ouais. C'est tous des bons livres. Il y a juste The Game que lui, j'avais pas du tout lu, mais Intéressant, ça va te plaire, ça je peut être pense. très intéressant. Ouais. Ok, bon, on va terminer le podcast avec une toute dernière question, un peu plus personnelle, qui va porter sur pourquoi. Pourquoi est-ce que t'as fait tout ce que t'as fait jusque-là? Parce que j'étais énervé. Moi, ça a toujours été ça. Mon mentorat, je l'ai fait parce que j'étais vénère en tant qu'élève. J'ai pas satisfait. J'ai pas été satisfait en tant que prof. J'ai pas été satisfait aussi dans la phase de recherche d'emploi, où c'était très difficile et très stressant pour moi. Mais si ça s'est bien passé. Mais je me dis, moi, ça a été une exception, c'est pas la norme. Il y a des gens pour qui c'est des années d'enfer. Et je le vois, moi, j'ai des élèves, ça fait 5 ans qu'ils essayent, dépression, coincé chez papa-maman, enfin, c'est horrible, quoi. Donc, ouais, beaucoup bossé à la colère. Même maintenant, vis-à-vis de LinkedIn. Je pense que je suis très bon sur LinkedIn parce que je déteste la plateforme, en fait. C'est sur une plateforme de fils de pute. Fallait bien que je la cale. J'adore. C'est vraiment une plateforme de gros dégénérés et c'est justement parce que je déteste la plateforme et que j'adore le côté... je suis un petit punk dans ma tête, tu vois, j'aime foutre la merde des fois. Enfin, c'est juste que quand on me dit de faire un truc, je vais faire l'inverse juste pour faire chier, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Et sur LinkedIn, ça marche. Donc voilà, et maintenant, pourquoi ? Parce que je vois que ça peut avoir quand même un gros impact sur l'industrie, surtout en ce moment. Le mentorat est arrivé pile au moment d'une grosse crise dans mon industrie, où il y a eu une demande de recherche d'emploi qui était très forte. Donc c'est arrivé au bon moment. Et ça peut résoudre beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens, donc je me dis si ça peut aider, c'est cool.
pour le moment, je me paye pas trop avec ça. Moi, j'avais fait quand même un gros bag en crypto. Et je consulte aussi à côté. Et c'est en train de payer mon loyer. Donc pour le moment, c'est pas trop pour le côté financier, la grid, la Lambo, la Rolex, la Coke et tout. Non, pas trop. Mais si à un moment la boîte tourne et qu'on peut la vendre, ouais, pourquoi pas. Ça veut dire qu'il y aura moyen de s'en détacher, de passer à autre chose, s'assurant que ça tourne et que l'impact positif, il est toujours là. Et ce sera donné à des gens qui pourront le scale encore plus, donc pourquoi pas, quoi. Donc c'est un peu l'objectif, là, maintenant. Vendre d'ici 5-6 ans. Ce sera beaucoup plus gros d'ici là. Hein. Et voilà. Un peu l'objectif. Et après, ce sera la petite maison à Ordino avec les animaux, la ferme, les vaches, les chèvres, et tu payes un disparaisseur pour disparaître d'Internet aussi. Ok. Ah, j'aime bien le plan. Vivront cachés, tu vois. Vivront cachés, vivront heureux. Exactement. J'ai plus de questions, mais je me suis souvenu que tu avais un petit sujet que tu voulais aborder. C'était ton accompagnement pour les entrepreneurs qui veulent vendre leur coaching, leur mentorat. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Ouais, j'ai commencé à accompagner 2-3 personnes là, qui sont infopreneurs, qui montent des petits produits, des trucs comme ça. Même toi, tu as eu plein de conseils. D'autres gars sur Andorre ont eu beaucoup de conseils de ma part, mais même gratuits. Là, je commence à me dire que c'est monétisable. On prend l'exemple de Axel, juste avec un post, en fait, il a renta x2, il me paye au mois. Donc voilà, en fait, j'en ai marre des infopreneurs. Et en Andorre, putain, on en voit beaucoup aussi des infopreneurs qui font de la merde. Ils sont pas trop dans notre cercle, mais il y en a pas mal. Et voilà, qui font ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Qui font un produit de merde sur ChatGPT, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de valeur, les résultats sont abyssaux. Et juste à la force du marketing et de l'acquisition, ça passe avant que ça se pète et de se faire traiter de scammer et de se renouveler sur autre chose. Donc vous êtes entrepreneur, vous voulez pas faire de la merde, vous avez une compétence rare et vous voulez stonks votre business, que ce soit sur de la com, acquisition, conversion, faire du produit plus qualitatif, avoir une communauté d'éducation qui tourne, comme ça vous avez moins de temps à y passer, moi c'est ce que j'ai fait. Donc builder un produit comme ça, c'est super important parce que ça fait que si ton produit est très bon et que les résultats sont là, t'as plus de marketing à faire, enfin, t'as moins de marketing à faire. T'as pas à avoir de setter, t'as pas à avoir de closer, t'as pas à avoir des méthodes ultra agressives. En fait, ça fait un cercle vicieux. C'est vertueux, pardon. T'as de plus en plus de gens doués qui postulent. Donc tu peux filtrer des gens encore plus doués et tu peux te permettre de recaler des gens. Donc t'as encore plus de résultats, donc t'as encore plus de monde qui vient, encore plus de gens doués, et tu peux monter le prix et tu fais un cercle vertueux. Tu me demandais pourquoi j'ai pas de setter, parce que j'en ai pas besoin. Vraiment, je suis book au max de mes capacités, j'en ai pas besoin. Et closing, maintenant je vais pouvoir embaucher des gens qui font du closing à ma place et qui sont pas closers, qui sont des anciens élèves. Donc payer même pas au close, mais juste à l'appel. Pas de pression de vente, juste là pour répondre aux questions. Et en fait, tu as un système qui est pas agressif du tout. C'est l'inverse de beaucoup de choses qu'on voit en ligne, où c'est ads, setter ultra agressif, closer avec un script qui te lâche pas pendant 1h30 et qui est prêt à closer même le premier golemon venu, même s'il n'est pas qualifié, du moment que ça close. Et une délivrabilité qui pue du cul après, où tu as des cinquantaines de tickets par semaine qui sont pas résolus, et ton truc qui pète en fait. Là, c'est l'inverse, tu builds une commu et des élèves auxquels tu vas pouvoir déléguer du taf après. Donc bref, vous êtes infopreneur, vous voulez pas faire de la merde, on peut en parler. Tu veux pas être un fils de pute, Ouais, c'est ça, tu veux pas être un fils de pute. Faudrait la menace là. Votre problème, c'est que vous êtes un fils de pute. Dans ma formation, je vous présente comment faire un bon business. Alpha Business. On te fera un petit nano banana, on changera ta tête par la menace et on mettra ça sur Kling et let's go, on anime. Putain. Oh putain. Bah écoute, magnifique. En soi, je pense qu'on a terminé. Est-ce que t'as bien aimé la discussion ? Cool. C'est cool. C'est cool. Ok. Ouais. T'as pu dire à peu près tout ce que t'avais à dire. Ouais. Nickel. Bah écoutez, chers amis, ce podcast est terminé. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Puis à très bientôt.